Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Carasso. Il est docteur en astrophysique, spécialisé dans l'évolution des galaxies et vulgarisateur scientifique indépendant que vous connaissez peut-être sur sa chaîne The Sense of Wonder. On va parler principalement de voyages interstellaires, mais également d'autres sujets en astrophysique. Donc pour les passionnés d'espace, ce podcast sera fascinant. Vous pouvez regarder cette conversation directement sur YouTube ou alors télécharger l'audio sur votre téléphone si jamais vous voulez l'écouter pendant que vous faites une marche ou la vaisselle ou le ménage, peu importe ce que vous faites pendant votre temps libre. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien d'avoir une petite conversation de 2 heures à écouter comme ça quand vous faites une tâche. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts et de regarder nos autres contenus sur YouTube. Voilà, vidéos, documentaires, analyse de science-fiction, plein de trucs comme ça. Si vous avez des questions à propos de cet épisode, je vous invite à les poster dans les commentaires. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bienvenue sur le podcast de Flares. Alors, salut Sébastien, merci d'avoir accepté mon invitation pour donc discuter dans ce podcast La Prospective. Alors je vais d'abord te demander si tu pourrais te présenter, aussi nous parler un petit peu de ton parcours et aussi qu'est-ce qui t'a motivé à faire une chaîne YouTube, donc The Sense of Wonder, qui est une chaîne YouTube populaire. Donc qu'est-ce que que tu peux nous faire un petit topo de ton background? Bonjour Gaëtan, merci pour l'invitation. Donc moi je suis astrophysicien de formation, donc j'ai eu ma spécialité je me suis spécialisé en évolution des galaxies. Donc mon but c'était de comprendre comment est-ce que les galaxies évoluent au fil de l'histoire de l'univers. Et donc ça consistait à faire des simulations de l'évolution cosmique et de comparer les simulations aux observations. Et ça m'a bien plu. Pendant ma thèse, j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle The Sense of Wonder avec un ami, Étienne Ledollet, qui travaille aujourd'hui notamment pour l'Agence spatiale française, sur le site de l'Agence spatiale française. Et donc on s'est lancé à deux sur ce projet. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé sur ce projet? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un grand déçu de l'offre de vulgarisation à la télévision. Et en 2014-2015, quand on commence la chaîne, ça coïncidait un petit peu avec le moment où C'est pas sorcier était retiré des écrans, enfin était annulé en tant que série. Maintenant, ça a repris sous plein de formes différentes, mais à l'époque, ça nous a fait quand même un sacré coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu tout un mouvement autour de la vulgarisation sur YouTube en 2014-2015. Notamment grâce à la chaîne Y Penser. Et il y a eu toute une excitation qui s'est lancée autour de ça, et ça m'a conforté dans l'idée de lancer une chaîne YouTube à ce moment-là. Alors moi, j'avais jamais mis l'œil devant ou derrière une caméra à cette époque, donc on a fait toutes les erreurs de production possibles à toutes les étapes possibles. Mais l'idée, c'était de faire un contenu qu'on aimerait voir à la télévision, qui n'existait pas nulle part ailleurs. Donc moi, ma grosse inspiration, c'était le documentaire Cosmos de Carl Sagan, que peu de gens connaissent en France, mais qui est une superstar aux États-Unis. Et l'idée, c'était d'avoir ce même rapport un peu émotionnel et rigoureux scientifiquement sur plein de sujets, notamment des sujets des sciences de l'univers. Et donc c'est pour ça que la chaîne s'appelle le Sense of Wonder, donc le sentiment d'émerveillement, qui est le sentiment qu'on essaye de faire transmettre aux gens quand on parle de l'univers, parce que moi c'est quelque chose de très émotionnel pour moi d'étudier, de contempler l'univers, et ça nous met dans une certaine disposition que je trouve très saine et qui nous permet de relativiser les problèmes du quotidien et d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure. Et donc c'est ça qu'on aimerait transmettre aux jeunes générations et au grand public en général. Non, tout à fait, c'est clair qu'on a vraiment besoin d'inspirer, d'émerveiller aussi, parce qu'on a beaucoup de problèmes, de défis. On a d'un côté des sciences qui nous disent, effectivement, les choses peuvent aller très mal si on continue dans certaines trajectoires. Donc, c'est aussi bien d'avoir aussi d'autres sciences qui nous disent, il y a quand même des choses à s'émerveiller. Face à certaines découvertes, il y a des mystères. Et l'univers, d'une manière générale, c'est un truc on peut constater que ça touche très jeune les enfants et c'est presque universel, quoi. On regarde on lève la tête. Si on a la possibilité de voir des étoiles. Alors, toutes les sciences sont pas aussi faciles à vulgariser. Hein. On triche un peu en astronomie parce qu'on a non seulement accès aux plus grandes structures de l'univers, mais on a aussi accès à des belles images qui font rêver les gens et qui imprègnent la culture populaire. Donc, ce serait plus difficile si je faisais des mathématiques abstraites ou je sais pas.
d'autres sciences qui sont voilà, la géologie par exemple, c'est plus difficile de rendre intéressante la géologie à plein de gens, alors que l'astronomie c'est tout de suite plus facile. Alors c'est passionnant la géologie, hein, je dis pas que c'est pas passionnant, mais il faut un effort supplémentaire pour pouvoir se mettre dans la disposition d'un géologue, alors que de se mettre dans la disposition d'un astronome, c'est tout de suite plus facile parce qu'on a tous accès directement au ciel au-dessus de nos têtes. Même si, voilà, on a aussi accès à des montagnes sous nos pieds, mais c'est plus difficile de lire des paysages si on n'a pas accès à plein de corpus de connaissances. Ouais, c'est clair. Et puis il y a aussi alors une chose que je trouve assez bien au niveau des gens qui étudient donc l'espace, c'est que généralement quand ils nomment les choses, souvent en fait c'est contrairement à la biologie où tu vas avoir des noms à rallonge comme le nom de l'ADN, c'est difficile de quand il y a quelque chose de nouveau, on lui donne tout de suite un nom hyper compliqué en latin ou des trucs comme ça, ou même en zoologie, alors que en astronomie, c'est genre, il y a un truc qui fait une sorte d'anomalie gravitationnelle, c'est un trou noir. Hop, allez, trou noir, ça rentre dans la tête des gens, c'est facile à communiquer. Énergie noire. C'est vrai. Après, on a aussi notre jargon, hein, et on a aussi des mots super compliqués. Par exemple, pour nommer les objets de l'univers, on a on a des objets de l'univers qui s'appellent NGC 4993, ou des noms à rallonge selon le télescope qui va observer ces objets-là. Donc il y a aussi du jargon, mais disons que les astronomes qui s'intéressent à la vulgarisation laissent de côté ce jargon-là et vont s'intéresser à des noms qui sont plus funky et plus facilement imaginables par le grand public. Alors, donc le sujet donc de ce podcast, c'est vraiment les voyages interstellaires. C'est quelque chose qui est central, je dirais une sorte de pilier de la science-fiction, et tout le monde est plutôt familier avec ce concept. Maintenant, la réalité scientifique, tu vas nous en parler. Donc, la première chose, c'est déjà pourquoi on souhaiterait voyager vers d'autres étoiles. Ce serait quoi les différentes raisons? Alors, c'est une excellente question, et j'aimerais que ce genre de questions soit plus posées quand on parle de voyage interstellaire, parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ces sujets-là et qui se posent pas forcément cette question, ou alors qu'ils ont une espèce de motivation idéologique, mais qui n'est pas forcément conscientisée. Notamment, les gens qui réfléchissent le plus au voyage interstellaire, c'est notamment des Américains. Donc historiquement, puisque les réflexions sur les voyages interstellaires ont commencé dans les cercles professionnels d'ingénieurs et de physiciens, que ce soit aux États-Unis, mais aussi, dans le monde anglo-saxon en général. Il y a aussi la British Interplanetary Society, qui est un gros organisme qui a réfléchi sur ces questions-là. Mais l'idée, c'est que il y a plusieurs raisons. Alors, il y a certains qui invoquent une espèce de destinée manifeste humaine, qui se revendique un petit peu du cosmisme russe. Je crois que vous avez un podcast sur le cosmisme russe que je n'ai pas encore écouté, mais que j'ai très envie d'écouter. Mais voilà, c'est cette conception quasi religieuse qu'il y a une destinée humaine et qu'il faut qu'on s'extrait de notre berceau terrestre, comme disait Konstantin Tsiolkovsky, le père de l'astronautique soviétique. Il disait la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau. Donc voilà, ça c'est quand on s'interroge sur c'est quoi les motivations des gens qui réfléchissent à ce genre de questions, c'est la première qu'on trouve, cette idée de destinée manifeste. Il y a une autre motivation qu'on trouve souvent, c'est le fait de pas mettre ses œufs dans le même panier en cas de catastrophe globale. Donc voilà, si la vie sur Terre si la Terre devient invivable dans les décennies ou les centaines d'années à venir, l'idée c'est qu'on pourrait émigrer ailleurs dans une planète qui serait plus habitable. Alors c'est très compliqué d'imaginer ça à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas de planète plus habitable que la Terre qui soit adaptée à notre biologie. Donc c'est plutôt, c'est un argument assez faible, on va dire, si on s'intéresse à ce genre de questions. Et il n'y a rien qui nous empêche d'essaimer le système solaire ce sera peut-être même plus facile d'essaimer le système solaire lorsque la Terre deviendra plus du tout habitable. Mais la Terre, elle reste c'est pas une solution de secours. Dans tous les cas, ça demandera beaucoup trop de ressources, ça demandera beaucoup trop de main d'œuvre et de coûts économiques. On peut pas se servir d'une exoplanète comme d'une planète B. On n'a pas ça à disposition aujourd'hui. Et voilà, je me méfierais énormément des gens qui
qui répandent ce genre de messages dans l'espace public, notamment voilà les Elon Musk, etc. Donc voilà, ça c'est les deux raisons principales. Après, il y a une troisième raison qui est la raison scientifique, qui moi me parle un petit peu plus de par mon parcours professionnel. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur le milieu interstellaire, sur le milieu entre les étoiles. Donc voilà, on sait à peu près la distribution en taille des astéroïdes et des comètes qui se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune, donc ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, et plus éloigné le nuage d'Oort. C'est de là dont proviennent les comètes du système solaire. Et les limites du nuage d'Oort forment les limites externes de notre système solaire. Donc voilà, cette limite entre l'influence l'influence du Soleil et l'influence du milieu interstellaire. Donc ça on comprend mal à l'heure actuelle. On commence à peine à le cartographier et on ne comprend pas notamment voilà la distribution de poussière qui se trouve à la limite dans le milieu interstellaire très très proche. Et on ne comprend pas comment il évolue au fil du temps, parce qu'on n'a pas encore envoyé des sondes là-bas. Et il y a probablement des trucs très intéressants qui se passent. On peut imaginer des planètes de la taille de Neptune, mais qui sont rocheuses, et qui sont suffisamment massives pour pouvoir, par exemple, avoir des océans souterrains dans lesquels de la vie pourrait se développer. Et donc voilà, on peut imaginer ce genre de scénario. Évidemment, c'est très spéculatif pour l'instant, mais il y a encore pas mal de choses super intéressantes à découvrir dans notre milieu interstellaire proche. Et la raison scientifique de ça me plaît beaucoup plus. Une autre raison scientifique, c'est de prendre des photos rapprochées d'exoplanètes. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard avec le projet Breakthrough Starshot. Mais ce serait l'idée, ce serait d'avoir les premières images rapprochées pour comprendre un petit peu l'évolution des planètes dans son contexte cosmique. Et donc ça, c'est une perspective super intéressante. Oui, parce que c'est vrai que c'est assez récent. La découverte d'exoplanètes, finalement, c'est quand même une activité qui s'est fait pendant les années 90, c'est ça? Enfin, on a commencé à... Dans les années 90, ouais. Alors, on a commencé à découvrir des trucs en 92, mais la découverte séminale, ça parle de celle qu'on cite le plus, c'est la découverte de 51 Pégasi B, qui a été découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, dans un observatoire en Suisse. Et enfin dans l'observatoire de Haute-Provence, pardon, en France. Et donc voilà, donc aujourd'hui on en connaît 4800 de ces exoplanètes, donc de ces planètes hors de notre système solaire. De ces 4800 exoplanètes, on en a une soixantaine qui se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile, c'est-à-dire qui se trouvent à la bonne distance pour que de l'eau liquide puisse potentiellement exister à leur surface, s'ils possèdent une surface et s'ils possèdent de l'eau. Et s'ils possèdent une atmosphère aussi. Enfin, il y a plein de critères. L'habitabilité des planètes ne dépend pas juste de la distance à l'étoile. Mais ouais, on commence à en découvrir suffisamment pour pouvoir faire des estimations statistiques sur à quel point le système solaire est quelque chose de commun dans l'univers ou de quelque chose de surprenant, de peu commun. Donc pour l'instant, de tous les systèmes stellaires de tous les systèmes planétaires qu'on a trouvés, le système solaire reste une anomalie entre guillemets. Il n'est pas forcément représentatif de tout ce qu'on observe, mais on a aussi des techniques d'instrumentation qui sont limitées en précision et qui biaisent un petit peu notre jugement sur qu'est-ce qui est normal ou pas à l'heure actuelle. Donc mais ça reste une industrie qui est en évolution très très rapide, et on commence à découvrir pas mal de choses super intéressantes. Notamment en 2016, on a découvert un superbe système qui s'appelle TRAPPIST-1, qui possède 7 planètes, dont 3 dans la zone d'habitabilité de son étoile. Alors c'est cette planète qui orbite autour d'une toute petite étoile, qui est qu'on appelle une naine rouge ultra froide, donc qui est une étoile beaucoup plus petite que le Soleil, et donc beaucoup plus froide, mais les planètes sont beaucoup plus rapprochées de cette étoile, donc on peut imaginer que de la vie puisse se développer dans les planètes, dans les 3 planètes là, qui se trouvent dans la zone d'habitabilité, et ce sont des cibles de choix pour des analyses ultérieures. Donc ça, c'est ça qui me passionne le plus dans cette recherche de vie ailleurs, c'est ce côté on va avoir les outils dans les années à venir pour pouvoir détecter des traces de vie sur ces planètes, notamment dans l'atmosphère de ces exoplanètes, par une technique un peu complexe qu'on appelle la spectroscopie par transit.
Enfin, elle est pas si complexe que ça. En fait, je peux l'expliquer rapidement. L'idée, c'est que si on fait face à un système planétaire sur la tranche, à chaque fois que la planète va passer devant son étoile, elle va produire une toute petite éclipse, et donc la lumière de l'étoile qui va parvenir au télescope, elle va traverser en particulier l'atmosphère de ces exoplanètes, et donc l'atmosphère de ces exoplanètes va absorber certaines couleurs ou certaines longueurs d'onde de cette lumière de l'étoile. Et quand elle va arriver dans nos télescopes, on va pouvoir décomposer cette lumière par un instrument qu'on appelle un spectromètre ou un spectroscope, qui marche en fait comme un prisme, qui va décomposer la lumière en ses composantes élémentaires. Et on va pouvoir avoir une espèce de code barre qui va nous renseigner sur la composition atmosphérique de ces exoplanètes. Et ça, on sait le faire aujourd'hui sur des planètes qui sont très très grosses, comme de la taille de Jupiter ou voire plus grosses. On a démontré la faisabilité technologique de ça. Maintenant, il faut faire ça sur des planètes rocheuses de la taille de la Terre. Et là, on va avoir des outils dans les années à venir, notamment le télescope spatial JWST qui devrait décoller en décembre de cette année, et qui sera notre premier outil qui va nous permettre de faire ce genre d'études. Donc il y a pas mal de perspectives super intéressantes à ce sujet. Ouais, c'est vrai que là, le développement se passe très vite. Il y a aussi, alors, il me semble aussi qu'il y a des possibilités de savoir s'il y a des exomoons, des exolunes, je suis un astrophysicien qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cool Labs. Je sais pas si tu connais. C'est plutôt pas mal. Je connais Cool Worlds, mais pas Cool Labs. Ouais, Cool Worlds. Ouais, ça doit être ça. Il a expliqué un petit peu que certains de ses travaux, c'est justement se focaliser sur la recherche d'exolunes. Donc, il utilise aussi un petit peu cette technique, mais en l'adaptant pour découvrir si les exoplanètes ont des exolunes. Ce qui est intéressant aussi, puisque ça nous permet de voir si notre lune est spéciale. Ouais. Alors par contre, détecter l'habitabilité d'une exolune, ce serait beaucoup plus difficile, parce que en fait ces lunes, on les imagine glacées aujourd'hui. En fait, si on regarde dans notre système solaire, on a Saturne et Jupiter qui ont des systèmes de lunes, mais ces lunes sont beaucoup trop loin du Soleil pour pouvoir abriter des surfaces d'eau liquide à leur surface. Et en fait, on sait que certaines d'entre elles, comme Europe, une lune de Jupiter, ou Encelade, une lune de Saturne, ont des océans souterrains qui sont sous une épaisse croûte de glace de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres d'épaisseur. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces océans? C'est super intéressant. Donc ça aussi, c'est une autre perspective pour comprendre la vie dans son contexte cosmique. Voilà, et en fait, il faudrait y envoyer des sondes creuser cette épaisse croûte de glace pour pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais voilà, c'est des trucs où il peut y avoir de la chimie complexe, mais on ne sait pas à quel point encore. Donc ça reste un mystère. Et on a aussi des sondes qui vont être envoyées dans les années à venir, notamment Europa Clipper et JUICE, qui vont étudier le système de Jupiter, et notamment cette lune, la Europe, qui est l'une des plus intéressantes pour détecter de la vie ailleurs que sur Terre dans notre système solaire, et qui va arriver dans le système de Jupiter dans les décennies à venir. Effectivement, avant peut-être de parler de voyage interstellaire, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir déjà ce qui se fait aujourd'hui. Donc, alors, je sais pas ce que tu penses, ton avis sur les développements récents au niveau de l'industrie aérospatiale, le secteur privé et secteur public. Alors, donc au niveau du secteur public, on a aujourd'hui 5 sondes qui ont dépassé l'orbite de Pluton, qui sont Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons plus récemment, qui était parti photographier Pluton. Donc ça c'est super intéressant. Voilà. On a envoyé des émissaires robotiques au-delà de l'orbite de Pluton, et on commence à peine à pouvoir goûter le milieu interstellaire, en tout cas le début du milieu interstellaire. Enfin, on est encore loin, et puis les frontières du système solaire sont encore assez floues. Mais voilà, ça c'est les objets les plus lointains qu'on ait envoyés jusqu'à présent. Il y a plein de technologies qui pourraient nous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus vite, si on le voulait vraiment et si on y mettait les moyens. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a de mieux. Aujourd'hui, si on voulait, avec ces sondes, arriver vers la plus proche exoplanète, vers Proxima du Centaure, par exemple, l'étoile la plus proche de nous, qui se trouve à 4 années-lumière d'ici,
Alors, je sais pas si le public il est familier avec la notion d'année-lumière, hein, mais c'est une notion de distance, hein, c'est la distance que parcourt un rayon lumineux en un an, et ça équivaut à peu près à 10 000 milliards de kilomètres. Donc c'est gros. Et donc voilà, Proxima du Centaure, elle se trouve à 40 000 milliards de kilomètres, et donc à 4 années-lumière à peu près. Et si on devait pointer les sondes Voyager par exemple vers Proxima du Centaure, qui se trouve alors aujourd'hui, Voyager 1 et 2, elle file à peu près à 60 000 km/h, donc ça équivaut à, alors je l'ai noté quelque part, mais 0,006% de la vitesse de la lumière. Ouais, c'est ça, j'ai le bon nombre de zéros. Donc c'est ridicule. Et donc ça ferait des voyages qui s'étaleraient sur 76 000 ans avant d'arriver à Proxima du Centaure. Donc c'est inenvisageable à l'heure actuelle avec ce genre de technologie. Mais il y a peut-être des perspectives intéressantes qui devraient venir. Enfin, en tout cas, il y a plein de réflexions théoriques sur le voyage interstellaire et sur le voyage interplanétaire qui commencent à être à générer des publications scientifiques dans le milieu académique. Et pour revenir sur le privé, alors oui, le spatial privé va probablement avoir un impact assez radical sur l'évolution de l'exploration spatiale dans les années et les décennies à venir. C'est déjà le cas, hein. Tout le monde parle de SpaceX et d'à quel point ils ont réussi à baisser les coûts des lancements en faisant des lanceurs qui sont réutilisables. Voilà, il y a toujours, ils sont toujours subventionnés par la NASA, hein, donc ils ont rien fait tout seuls. Mais ça fait avancer le schmilblick, on va dire. Mais en tant qu'astronome, je ne peux décemment être très impressionné par les travaux de SpaceX et compagnie, notamment parce que ces compagnies vont lancer des collections des constellations de satellites dans l'atmosphère, en orbite de la Terre. Et ces constellations de satellites vont pas mal pourrir les observations des astronomes. Donc on est sur des milliardaires qui, en surface, promeuvent l'exploration spatiale, promeuvent les sciences de l'univers, se disent qu'ils sont fans de sciences de l'univers, mais qui, paradoxalement, vont léser les astronomes dans les années à venir, et commencent déjà à léser les astronomes qui étudient l'évolution des galaxies, par exemple. Et ça oblige les astronomes, par exemple, à développer des algorithmes pour enlever les traces de satellites qui sont de plus en plus présentes dans les images du ciel que l'on fait. Tout ça pour avoir Internet dans le monde entier à une vitesse de plus en plus grande. Donc ça, c'est un débat qu'on devrait tous avoir, hein, qui est un débat citoyen, politique, sur à quel point le ciel doit être un espace, un commun, un bien commun de l'humanité. Mais pour l'instant, il n'y a pas de régulation sur ce genre de trucs. Mais ouais, c'est sûr que le privé va avoir un rôle prépondérant, et les régulations internationales sur le sujet vont forcément être en retard par rapport à ce que proposent ces entreprises. Ça m'inquiète un petit peu, pour le coup. Donc sur à quel point on peut s'approprier l'espace aujourd'hui. Il y a des traités qui empêchent de s'approprier un corps céleste au niveau international, hein. Il y a tout un champ qui s'appelle le droit spatial qui permet d'étudier ce genre de cas. Mais il y aura toujours des nouveaux cas qui vont arriver dans les décennies à venir, qui vont nous questionner sur l'appropriation de l'espace par des individus ou par des entreprises privées. Après, il y a beaucoup de communication dans ce genre d'entreprise. Et par exemple, je crois pas du tout aux déclarations d'Elon Musk on va envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici 2030. Ça, c'est clairement de la com, c'est clairement pour faire parler de lui, et c'est clairement pour exciter l'imaginaire collectif, ce qui marche très très bien, hein. SpaceX est très très fort en com. Mais c'est utiliser un imaginaire de science-fiction pour faire passer des trucs et faciliter des subventions de la NASA. Donc ça, c'est un petit peu assumé, quoi. Le coût du 1 million d'ici 2030, j'ai clairement entendu j'ai clairement entendu dire que oui, son objectif c'est d'ici 35, quelque chose comme ça, d'avoir d'avoir une mission habitée humaine sur Mars. Après 1 million, à un moment donné, il parlait d'1 million d'ici la fin du siècle, si tout va bien. Mais même 1 million d'ici la fin du siècle, quoi. On sait pas le faire. Oui, ça reste extrêmement ambitieux, et puis il est aussi connu pour ne pas respecter ses deadlines. Mais c'est clair que
il y a beaucoup de communication et de PR, public relations là-dedans. Et puis, au niveau de la Lune, est-ce que tu penses que ce sera cette décennie-là ou la prochaine qu'on y retourne? Eh ben écoute, je sais pas quand est-ce qu'on y retourne. Il y a la Chine qui a très envie d'y retourner dans les années à venir. Il y a l'Europe qui a envie d'y construire un village lunaire à partir du régolithe, du matériau local. Il y a un projet qu'on appelait le LOPG, qui maintenant on appelle ça le Lunar Gateway, qui devrait être un avant-poste pour les futures missions d'exploration martienne. Voilà, l'idée c'est d'aller d'abord autour de la Lune et de voir ce qu'on peut y faire et de faire un espèce de point relais pour les futures missions. Ça, c'est reste des projets qui sont à l'heure actuelle en cours d'étude. Maintenant, on a un retour de l'engouement du spatial, de l'exploration spatiale humaine, qui sont notamment promus par plein de films de science-fiction, voilà, Interstellar, Gravity, mais qui sont aussi dus aux agences spatiales, qui essaient de promouvoir ce genre de projet un maximum. Maintenant, il faut le justifier politiquement, ce genre d'exploration humaine. Est-ce que scientifiquement, ça fait sens d'envoyer des humains dans l'espace? Il y a des gens qui vont vous répondre oui parce que on est beaucoup plus adaptable que des machines, et il y en a d'autres qui vont vous répondre non parce que on fait des robots de plus en plus complexes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'explorer des corps du système solaire de manière in situ et de manière de plus en plus précise, avec un coût qui est quand même bien moindre. Donc voilà, il y a une espèce de coût-bénéfice à prendre en compte. Et donc il y a plein d'intérêts très variés pour explorer l'espace de manière humaine. Alors, on a tous suivi le voyage Inspiration 4 là, avec le premier équipage humain civil dans la capsule Dragon de SpaceX. Donc ça, c'est une première étape, peut-être qui va démocratiser un petit peu plus l'accès à l'espace à des gens qui sont blindés de thunes. Je pense que mais ce sera pas démocratisé au point de... Oui, c'est toujours comme ça que ça marche. Mais voilà, des gens qui font le tour de la Lune et qui reviennent pour nous dire à quel point l'espace était joli, ça, je pense que ça va... On va avoir droit à ça dans les décennies à venir. Par contre, ouais, l'exploration humaine de la Lune et de Mars, c'est plus difficile à justifier aujourd'hui. Au XXe siècle, en fait, ce qui a justifié l'exploration humaine de la Lune, c'était surtout la tension géopolitique entre l'URSS et les États-Unis. Donc l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qui avait la plus grosse, et ça s'est basé sur l'espace. Il y a eu très peu de science qui a été fait sur place sur la Lune. Alors, on a posé des miroirs pour en déduire la distance Terre-Lune. On a ramené 400 kilos de roche quand même, ce qui est pas rien. Et on a envoyé un seul géologue par rapport à la douzaine de personnes, la douzaine d'hommes qu'on a envoyés à la surface lunaire. Après, il y a plein de gens qui vont vous répondre que voilà, de cette idée de destinée manifeste, d'aventure humaine, du fait qu'on doit explorer, c'est dans notre ADN, et essentiellement dans l'imaginaire américain, c'est très très ancré encore. On est encore dans les années post-Apollo où il reste des astronautes d'Apollo qui sont encore en vie aujourd'hui, notamment Buzz Aldrin, qui promeuvent énormément ce genre d'exploration humaine de l'espace. Mais ça reste voilà, ça reste très très embryonnaire pour l'instant, et on a encore un gros fossé technologique, économique et social pour développer ce genre de truc à l'avenir. Oui, bien sûr, parce que l'espace ça coûte cher, et donc il y a aussi l'idée que la Lune ça pourrait justement permettre d'amoindrir les coûts de lancement, puisque si on peut avoir nos fusées et nos missions, tout ça qui partent de la Lune, ce serait beaucoup plus économique. Mais faut déjà construire les installations sur la Lune. Exactement, c'est ça le problème pour l'instant. Donc, comme tu l'as dit, si on envoyait la sonde Voyager 1 vers Proxima du Centaure, donc ça nous prendrait 76 000 ans, un truc comme ça. Donc, est-ce que c'est ça avec la technologie est-ce qu'on pourrait faire mieux avec la technologie d'aujourd'hui, ou c'est vraiment... Alors, ça dépend ce que tu appelles technologie d'aujourd'hui. Si par technologie d'aujourd'hui, tu appelles la propulsion chimique, ce qui propulse l'intégralité la quasi-intégralité des sondes qu'on a à l'heure actuelle, ce qui est un concept très simple, c'est le principe d'action-réaction. On balance une grande quantité de gaz à grande vitesse dans une direction, et ça propulse une sonde ou une fusée dans l'autre direction.
Ça, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et le problème de la propulsion chimique, c'est ce qu'on appelle l'équation de Tsiolkovsky, qui nous vient du père soviétique de l'astronautique moderne. Et cette équation, elle nous dit que la vitesse maximale que vous pouvez atteindre avec une fusée, elle va être proportionnelle à la vitesse d'éjection des gaz, mais elle va aussi être proportionnelle au rapport, au logarithme du rapport entre la masse initiale de la fusée et la masse de la fusée sans le carburant. Donc ça, c'est une manière compliquée de dire que si vous voulez aller plus vite, il vous faut soit plus de carburant, soit des vitesses d'éjection plus grandes. Et ça, en pratique, ça pose problème, parce que si on fait les calculs, si on se pose et qu'on fait les calculs pour essayer d'arriver, par exemple, à Proxima du Centaure en moins de 100 ans, avec une fusée à propulsion chimique, on se rend compte qu'il faudrait une masse de carburant qui est supérieure à la masse de tout l'univers, si on voulait propulser ça. Parce que le problème, de la propulsion chimique, c'est que le taux de conversion de la masse de carburant en poussée, il est extrêmement inefficace. Les vitesses d'éjection, en particulier dans l'équation de Tsiolkovsky, elles sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on devrait avoir si on voulait propulser une sonde chimique dans les étoiles. Donc c'est pas une option plausible à l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances, pour envoyer une sonde interstellaire. On peut pas se servir des technologies actuelles. Donc il faut qu'on développe des technologies nouvelles. Alors il y a plein de trucs qui ont été proposés. Alors, je sais pas si tu veux qu'on fasse le listing maintenant, mais ça nous mène vers la transition logique vers justement ce qui est envisageable. Donc, alors, ça fait des décennies que des gens se sont mis à réfléchir à comment aller dans l'espace très loin, faire d'autres systèmes stellaires. Et donc, c'est vrai que le candidat idéal, ça reste quand même l'étoile la plus proche, puisqu'en plus, il me semble qu'il y a une exoplanète. Oui, il y a Proxima B qui se trouve dans la zone d'habitabilité de son étoile. Alors le problème de Proxima B, c'est qu'on ne sait pas à quel point elle est habitable, parce que elle se trouve autour d'une naine rouge, donc voilà, une toute petite étoile. Mais les naines rouges, elles ont une particularité, c'est que dans la jeunesse, dans leur prime jeunesse, elles ont des éruptions à leur surface qui sont beaucoup plus intenses que les éruptions solaires que nous on peut avoir. Et en pratique, ça balance des rayonnements énergétiques à volo qui peuvent peut-être éroder l'atmosphère de ces planètes qui pourraient se trouver autour de Proxima du Centaure. Et sur des milliards d'années, on ne sait pas à quel point c'est viable tout ça. Ça reste très très hypothétique. Un autre point intéressant, c'est que la planète Proxima B ferait probablement complètement face à son étoile sur son orbite. Un peu comme la Lune, on voit tout le temps la même phase de la Lune. Mais c'est le même principe. C'est des effets gravitationnels, donc des effets de marée qu'on appelle ça, qui font que il y a une phase de Proxima B qui est complètement plongée dans la nuit, et une phase de Proxima B qui est complètement plongée dans le soleil, enfin dans l'étoile. Et donc ça, pour l'instant, on ne sait pas à quel point ça affecte l'habitabilité de ces planètes-là. Mais ce serait intéressant de se rapprocher pour savoir un peu plus, évidemment. Ouais, peut-être à la transition entre les deux, il y aurait une zone qui serait tempérée et Oui, c'est possible. Et puis ça dépend de l'atmosphère aussi, parce qu'il y a les vents de l'atmosphère qui peuvent redistribuer la chaleur depuis la face éclairée jusqu'à la face nuit. Et donc ça, on commence à pouvoir modéliser ça. Il y a des gens qui font ça en France, notamment l'équipe de François Forget, qui essaie d'utiliser des modèles climatiques que nous on utilise sur Terre, mais pour les extrapoler à d'autres planètes, que ce soit dans notre système solaire ou ailleurs. Et ils arrivent à produire des modèles climatiques de planètes terrestres hypothétiques, et d'essayer de cartographier comme ça un zoo de climat possible pour ces exoplanètes. Donc c'est super intéressant, mais ça reste à ses débuts pour l'instant. Très bien. Alors, effectivement, je pense qu'on pourrait commencer par voir quelles seraient les possibilités envisageables, donc selon les lois de la physique. On va pas non plus partir dans tout est possible. Mais alors, déjà, pour envoyer des objets qui ne seraient pas habités, je pense que c'est aussi plus facile, parce qu'il n'y aura pas de paramètres d'habitabilité du vaisseau, etc. à prendre en compte. Donc quelles sont les options pour envoyer des sondes, des robots? Alors, j'aime bien partir d'une perspective historique dans ce genre de questions, parce que ça nous montre d'où viennent ce genre d'idées, et je trouve ça presque aussi intéressant que les idées en elles-mêmes.
Et en fait, les premières réflexions sur le sujet du voyage interstellaire, elles ont commencé avec Stanislas Ulam, qui dans les années 40, alors lui c'est le père de la bombe atomique, et donc il a imaginé, il a commencé à faire des calculs sur comment est-ce qu'on pouvait propulser une sonde par le nucléaire, par des bombes atomiques. Donc c'est une idée qui a été reprise par Ted Taylor et par Freeman Dyson, qui faisait aussi partie du projet Manhattan, donc la première bombe atomique aux États-Unis. Et ça a donné le projet Orion dans les années 50-60. Alors c'est un vrai projet qui existait et qui était en compétition avec le projet Apollo pendant les années 50. Et l'idée, ce qui est une idée complètement folle, c'est de lancer une série de bombes atomiques derrière soi et de surfer sur l'onde de choc. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir alors eux ils appellent pas ça bombe atomique, ils appellent ça unité de propulsion. Bon, c'est un délicat euphémisme, mais l'idée c'est que voilà, on a à l'arrière du vaisseau, on a une espèce de plaque qui peut résister à des grandes chaleurs et qui va amortir les chocs et qui va empêcher au vaisseau de se faire vaporiser par l'explosion. Et ce qui est fou, c'est que les ingénieurs et les physiciens du projet Orion ont testé ce principe dans les années 50-60. Ils ont eu des financements de l'armée américaine. Le projet il a coûté 11 millions de dollars et il s'est étalé sur 7 ans. Et en fait, ils en ont fait des espèces de petites maquettes. Alors pas avec des bombes nucléaires, parce que quand même, mais ils ont utilisé des petites bombes chimiques. Et ils avaient des petites maquettes qu'ils envoyaient comme ça à Los Alamos. Et on peut le trouver sur YouTube. C'est un document d'archives assez fascinant. Cette espèce de petite maquette qui se propulse sur les explosions successives. Donc ça, sur le principe, ça fonctionne. Mais en pratique, si on voulait faire un projet Orion à l'échelle interstellaire, on pourrait, ce serait plausible à l'état actuel des connaissances. Ça donnerait un voyage vers Alpha du Centaure, vers Proxima du Centaure de 140 ans. Donc c'est quand même relativement long, mais on est beaucoup moins que 76 millions quand même. Mais l'idée, c'est d'avoir plein d'unités de propulsion et de faire exploser toutes les 3 secondes une bombe nucléaire de 1 tonne, dont chacune est 50 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Donc on n'a pas intérêt à se rater lors du décollage de ce genre de fusée. Donc ce serait tout de suite très très dangereux. Et en fait, ce qui a avorté le projet Orion, c'est le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires qui a été signé bilatéralement en 1963 et qui a arrêté tout essai nucléaire dans l'océan, dans l'atmosphère et dans l'espace. Et jusqu'à ce jour, on peut plus faire ça de manière aussi désinvolte que les ingénieurs et les physiciens du projet Manhattan. Et c'est peut-être pour le mieux au final, parce que ça nous aurait peut-être évité une grosse catastrophe, je sais pas. Mais voilà, donc ça c'était la première étude sérieuse qui considérait, avec des technologies plausibles ou potentielles, enfin actuellement réalisables, de faire du voyage interstellaire. Dans les années 70, il y a eu un groupe de bénévoles, un groupe de réflexion, un think tank, qui était constitué par des membres de la British Interplanetary Society, et qui s'est réuni sur plusieurs années pour réfléchir à la faisabilité théorique d'une mission interstellaire. Et donc ils se sont réunis et en 1978, ils ont publié un rapport qui s'appelle le projet Daedalus. Et ce rapport, c'est l'une des études les plus exhaustives qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur la faisabilité technique d'une mission interstellaire. Alors, il y avait 3 guidelines sur le projet Daedalus. L'idée, c'était que le vaisseau, il devait être construit avec des technologies qui sont plausibles, qui sont soit actuelles, soit disponibles dans un futur proche. Il devait atteindre sa destination en moins d'une vie humaine, donc en moins d'une soixantaine d'années, quoi. Et donc, la destination en question, c'était même pas Proxima du Centaure, c'était l'étoile de Barnard, qui se trouve à 6 années-lumière d'ici, à peu près. Et donc ils ont imaginé, et donc il y avait une 3e guideline, c'était qu'ils devaient être designés pour le vaisseau, pour visiter plein d'étoiles si besoin. Et donc ils ont imaginé un scénario qui permet d'atteindre l'étoile de Barnard en moins de 50 ans, qui peut être accéléré à 12% de la vitesse de la lumière. Et donc il faut imaginer le vaisseau. Alors j'essaie de le décrire de la manière la moins ridicule possible. Ils imaginent un vaisseau de 200 mètres de long, et de 50 000 tonnes,
Alors ça, c'est un truc qu'on n'enverrait pas depuis la Terre, hein. Il serait construit dans l'espace, parce que ce serait beaucoup trop lourd. Donc un vaisseau de 200 mètres de long, il faut imaginer que c'est à peu près le double de la taille de la Saturne V, qui a envoyé les astronautes d'Apollo sur la Lune. Et donc, au lieu de faire de la propulsion nucléaire pulsée, donc en balançant des bombes nucléaires successivement à l'arrière du vaisseau, les ingénieurs et les physiciens du projet Daedalus, ils avaient imaginé de remplacer ces espèces de grosses bombes par des toutes petites charges nucléaires, donc 50 millions de petites pastilles de combustible nucléaire qui seraient constituées d'un mélange de deutérium et d'hélium-3. Et en fait, ces pastilles, elles vont être injectées une par une dans le moteur, dans la tuyère. Elles vont être chauffées par des puissants lasers. Elles vont fusionner, ces lasers vont faire fusionner les atomes qui se trouvent à l'intérieur de la pastille. Ça va donner des atomes plus lourds et ça va dégager une énergie phénoménale. Et avec cette énergie, on peut accélérer une sonde à 12% de la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est très beau. Ça permet de ramener le voyage interstellaire à moins d'une vie humaine et c'est très très cool. Mais le problème majeur, c'est le carburant. Où est-ce qu'on va trouver du deutérium et de l'hélium-3 ? Pas sur Terre, parce qu'il y en a quasiment pas. On peut en trouver un petit peu d'hélium-3 sur la Lune, on peut imaginer miner la Lune, mais on aurait besoin d'une énorme quantité d'hélium-3. Donc même la Lune, elle est pas suffisante pour ça. Et donc ce qu'ils imaginent, les ingénieurs et les physiciens du projet Daedalus, c'est de récolter le carburant, donc le deutérium et l'hélium-3, dans l'atmosphère des planètes géantes du système solaire. Donc non seulement il faut construire un truc de 50 000 tonnes dans l'espace, mais en plus, il faut que ce truc aille faire du stop dans l'atmosphère des planètes géantes pour récolter son carburant. En pratique, ça pose une difficulté très très difficile, c'est que plus vous avez une planète qui est massive, plus c'est difficile de s'extraire de son attraction gravitationnelle. Si vous voulez par exemple envoyer une sonde, faire décoller une fusée et la faire échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre, il faut envoyer cette fusée à 11,2 km par seconde. Ça c'est la vitesse minimale. Si vous l'envoyez à moins de 11,2 km par seconde, il va finir par retomber ou à être en orbite autour de la Terre. Mais ça dépend de la masse, de la planète. Si vous avez une planète plus grosse, comme Uranus par exemple, la vitesse de libération, la vitesse qui vous permettra de vous extraire de l'attraction gravitationnelle de cette planète, elle sera de 21 km par seconde. Si vous voulez vous extraire de Saturne, c'est 35 km par seconde. Et si vous voulez vous extraire de Jupiter, la planète la plus massive du système solaire, mais celle qui contient aussi plus d'hélium-3 et de deutérium, eh bien, il faudrait avoir une vitesse de 59 km par seconde. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, c'est une difficulté qui paraît aujourd'hui presque insoluble en fait à l'état actuel des connaissances. Et donc aujourd'hui, on a encore des gens qui réfléchissent à faire une espèce d'update au projet Daedalus qui s'appelle le projet Icarus. Donc ça, c'est un work in progress qui est mené par la British Interplanetary Society et puis par une fondation qui s'appelle la fondation TOZero, qui est un think tank qui essaie de proposer des solutions réalistes pour le voyage interstellaire et qui essaye de contourner ces difficultés. Je me disais, la fusion nucléaire, elle peut être réalisée avec des choses qu'on a sur Terre. Dans l'eau de mer, on parle souvent que ce serait l'énergie idéale à maîtriser, puisqu'il suffirait d'avoir, entre guillemets, que de l'eau de mer. Donc peut-être que le vaisseau peut marcher avec l'eau de mer. Alors, c'est toujours une possibilité, mais on reste sur le principe qu'on ne sait pas faire de la fusion nucléaire aujourd'hui. Oui, le projet ITER, qui est à l'étude depuis plusieurs décennies, il va mettre encore quelques décennies avant de pouvoir être fonctionnel. Donc sur la théorie, on sait faire de la fusion. Enfin, le Soleil, c'est une centrale à fusion nucléaire qui fusionne des atomes d'hydrogène dans son cœur pour former des atomes d'hélium. Et ça fonctionne très très bien. On sait que ça fonctionne. Mais pour la reproduire sur Terre, pour reproduire l'énergie d'une étoile sur Terre, on n'y est pas encore, on va dire. Il y a plein de gens qui mettent beaucoup d'espoir là-dedans, mais on n'y est pas encore. Donc de là à transposer ça sur un vaisseau interstellaire, c'est encore une couche spéculative supplémentaire. Et sur le principe, ça fonctionne. Sur le papier, c'est toujours très joli, mais ça implique quand même une débauche de ressources qui est quand même assez remarquable. Il y a toujours cette idée alors, il me semble que c'est Eric Drexler, un ingénieur américain, qui parle d'ingénierie exploratoire, c'est-à-dire à partir du moment où on a les lois de la physique, ça nous permet de voir les limites, et après on peut essayer de sonder ce qu'on peut faire. Et effectivement, il y a des choses qui sont
peu pratique. Voilà, on peut pas juste se dire on va mettre toute l'énergie de la Terre qu'on produit en une année pour faire un projet spatial. Mais le jour où ça coûtera peut-être 1%, on pourra se dire bon, pourquoi pas. C'est encore une fois une question. Exactement. Mais non, je trouve ça super utile comme approche. Enfin, personnellement, je trouve pas ce genre de spéculation complètement ridicule. C'est juste que voilà, il faut mesurer ces attentes quand on parle de voyage interstellaire, parce que dans tous les cas, même si on a des contraintes technologiques qui sont solubles, les contraintes économiques, sociales de ce genre de projet doivent aussi être prises en compte. Et là, on est sur beaucoup plus d'incertitudes que c'est difficile de faire de l'ingénierie sociale spéculative de la même manière qu'on fait de l'ingénierie technologique spéculative. C'est vrai, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait motiver. C'est ça, ouais. On pourrait rester bloqué. On ne sait pas. D'ailleurs, il y a aussi des scénarios catastrophes un petit peu au niveau des satellites qui gravitent, puisqu'il y en a de plus en plus, et les débris qui pourraient entraîner, ça pourrait avoir une sorte d'effet cascade, et on pourrait finalement se retrouver quasiment bloqué sur Terre. Exactement. On est bien parti pour ça d'ailleurs, avec les constellations de satellites et tout. On balance de plus en plus de choses dans l'espace, et plus on balance de trucs dans l'espace, plus il y a certaines orbites qui commencent à être remplies. En fait, on peut plus envoyer des sondes ou des satellites dans ces orbites-là parce qu'il y a déjà trop de matière. Et il y a eu des cas où des satellites chinois et russes qui se sont collisionnés. Il y a eu des cas qui ont fait donner des sueurs froides à certaines personnes, clairement. Alors du coup, quand on a vu qu'est-ce qui pourrait être fait avec le nucléaire, j'avais entendu aussi parler d'une propulsion nucléaire, mais qui serait thermique, qui serait pas basée sur la propulsion pulsée, ce serait... Alors ce serait un truc thermique. Alors je me suis moins renseigné sur la question, mais je sais que ça existe et que c'est aussi une possibilité envisagée. Mais ouais, ça reste basé sur la fusion nucléaire dans tous les cas, je crois. Oui, et puis c'est pas un truc qui nous permettrait d'atteindre des vitesses relativistes. Donc on serait encore à quelques pourcents de la vitesse de la lumière dans tous les cas. Et ce serait plus pour des voyages peut-être interplanétaires. Exactement. Je crois que l'idée c'est d'avoir une espèce de cœur nucléaire dans lequel on fait passer un gaz à grande vitesse, et ce gaz il va être chauffé par le cœur nucléaire, et ensuite on va l'éjecter à grande vitesse, et ça nous permet d'atteindre des vitesses plus grandes qu'avec de la propulsion chimique. Mais ouais, il y a plein de concepts, hein. Vous allez voir plein d'ingénieurs qui vont vous pondre des dizaines et des dizaines de concepts super géniaux sur le papier. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est les études qui font des synthèses de tout ça et qui essaient de voir lesquelles sont les plus faisables avec les contraintes actuelles. Et pour l'instant, la fusion nucléaire pas pulsée, la propulsion à fusion nucléaire reste la méthode la plus envisageable pour des missions habitées. Voilà. Si on veut faire une mission où on envoie des humains à travers les étoiles, c'est probablement vers ça qu'on va tendre. Après, il y a des concepts encore plus ambitieux à base d'antimatière, mais qui sont encore plus irréalistes, parce que non seulement il vous faut produire plusieurs kilos d'antimatière, et on sait aujourd'hui en produire quelques nanogrammes seulement. Ce serait probablement le truc le plus cher à produire de l'univers, parce qu'il n'y a pas d'antimatière qu'on trouve comme ça facilement. Et il faudrait aussi les stocker. Et faut savoir que l'antimatière, quand ça touche de la matière, ça s'annihile dans un grand flash de rayonnement. Et on n'a pas envie que ça arrive quand de l'antimatière toucherait la paroi du vaisseau, par exemple. Et donc ça implique en fait des contraintes technologiques absolument énormes, comme il faudrait faire des vaisseaux de plus de 700 km de long. Donc de la taille d'une petite lune ou de la taille d'une planète, c'est ridicule. Mais ça nous permettrait, ce serait le moyen de propulsion le plus efficace qu'on connaît, parce que 100% de la masse de ces trucs-là sont convertis en énergie. Après, cette énergie, elle doit être convertie en poussée, donc il y a quelques pertes quand même. Mais voilà, il y a aussi ce genre de réflexion à base de vaisseaux à antimatière. Mais j'ai du mal à trouver ça réaliste, personnellement. Oui, non, l'antimatière, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui vraiment hors de portée. Oui, c'est le LHC qui est capable d'en produire, c'est ça? Enfin, les collisionnaires de particules. Oui, tout à fait. On produit des atomes d'antihydrogène. En fait, pour les gens qui savent pas, l'antimatière, c'est juste, une espèce de jumeau maléfique de la matière. C'est quand on a une antiparticule, elle a les mêmes propriétés qu'une particule, donc la même masse notamment, mais d'autres propriétés qui sont inversées, comme la charge électrique. Par exemple, si vous avez un proton,
et ben l'antiparticule du proton, donc l'antiproton, il a la même masse que le proton, mais une charge électrique négative, contrairement au proton qui a une charge positive. Donc c'est ça l'idée. Et voilà. Mais aujourd'hui, il y en a pas énormément dans l'univers de l'antimatière. Et donc, juste peut-être pour fermer cette parenthèse, pourquoi il n'y en a pas beaucoup? C'est une question. Alors ça, c'est une grosse question aujourd'hui. On pense que dans l'univers primordial, l'univers formait à peu près autant de matière que d'antimatière. Et donc au tout début, quand l'univers était une espèce de brouillard de rayonnement et de particules qui s'annihilaient en permanence. Donc dans nos théories actuelles, on aurait dû produire autant de matière que d'antimatière, ce qui fait que l'existence même de la matière est un mystère aujourd'hui, parce que voilà, l'énergie primordiale devrait produire des paires de particules et d'antiparticules, et on ne devrait pas avoir grand chose de plus que de la lumière. C'est clairement pas le cas, parce qu'on est constitué de matière, et on n'est pas constitué d'antimatière non plus. Mais ça reste un mystère aujourd'hui. Il y a des gens qui essaient de comprendre, peut-être qu'il y a des bon, c'est un terme technique, mais des brisures de symétrie, donc des lois de la physique qui favoriseraient plus la matière que l'antimatière, et qui feraient en sorte que sur 1 milliard sur plusieurs milliards de collisions et d'annihilation entre particules et d'antiparticules au début de l'univers, il y avait une particule qui survivait, et on est tous issus de ces particules, de cette minorité qui a survécu. Mais on n'a pas encore le mécanisme qui nous permet de faire ça de manière propre aujourd'hui. Très bien, très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à voir en termes de propulsion envisageable? Peut-être le projet Starshot? Tout à fait. Alors en fait, ça nous vient d'un milliardaire russe, donc un magnat électronique, Yuri Milner, qui en 2016, alors Yuri Milner, c'est un passionné d'exploration spatiale, hein. D'ailleurs, sa famille l'a nommé Yuri en l'honneur de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Et donc lui, il a baigné dans dans l'exploration spatiale depuis tout petit. Et donc il a un rêve, c'est d'envoyer une espèce de collection, un essaim de petits vaisseaux spatiaux vers Proxima du Centaure, vers Alpha du Centaure, à 4 années-lumière d'ici, et ce, avant la fin du siècle. Et donc en 2016, il a annoncé qu'il voulait dédier une fraction de sa fortune, donc il a dédié 100 millions de dollars américains, dans un projet qu'il appelle Breakthrough Starshot. Et l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un énorme vaisseau de 50 000 tonnes pour pouvoir envoyer des charges très très lourdes, on enverrait des milliers de petites sondes qui sont minuscules, qui feraient quelques nanogrammes, enfin quelques grammes, pardon, mais qui seraient des espèces de voiles, de voiliers interstellaires, qui seraient propulsés à l'aide d'un grand faisceau laser qu'on tirerait depuis la Terre. C'est pas un petit faisceau laser, hein, on parle de 50 à 70 gigawatts, ce qui est quand même assez énorme. On sait pas encore, enfin, je sais pas si on sait faire ça aujourd'hui. Mais l'idée, c'est voilà, de balancer ces faisceaux sur ces voiliers qui seraient des espèces de parasols d'un mètre de côté. Et au centre de ces parasols, on aurait des petites sondes avec des minuscules caméras, avec des minuscules engins de communication. En fait, Yuri Milner, il se base sur les progrès de la miniaturisation, et il fait des extrapolations sur qu'est-ce qui sera possible dans quelques décennies en termes de miniaturisation des composants électroniques. Et donc, s'il se base sur cette extrapolation, il trouve que ce serait faisable d'envoyer des nanovaisseaux à environ 1/4 de la vitesse de la lumière, ce qui serait assez énorme en termes de vitesse. On n'aurait jamais envoyé quelque chose d'aussi rapide dans l'histoire de l'humanité. Et à 25% de la vitesse de la lumière, on peut envoyer une sonde vers Proxima du Centaure en à peine 20 ans. Ce qui serait assez fou, si c'était possible. Alors, les sous qu'ont donné Milner à ce projet, elles ont notamment été utilisées pour conduire une étude de faisabilité sur le projet, de faisabilité théorique et technologique. Donc il s'est entouré de quelques grands pontes, notamment de Stephen Hawking, de Avi Loeb, de Philippe Lebin, qui sont un peu ses experts techniques, et qui sont spécialisés dans ce genre de trucs un peu spéculatifs, mais avec en anglais on appelle ça high risk, high gain, donc avec des forts risques mais fort gains s'ils y arrivent. Et donc ouais, c'est
personnellement, je trouve que c'est un beau projet. Je pense que c'est un truc qui pourrait n'être financé que par des milliardaires ou des instances privées comme ça. C'est plus difficile à justifier de mettre de l'argent public dans ce genre d'exploration, même si le résultat scientifique d'une telle exploration serait quand même intéressant, parce que ça nous permettrait d'avoir les premières images rapprochées d'une exoplanète rocheuse autour de Proxima du Centaure. Alors, il faut savoir que ces sondes, elles n'ont pas pour vocation de ralentir lorsqu'elles arrivent à destination. Donc une fois qu'elles ont atteint un quart de la vitesse de la lumière, elles restent à un quart de la vitesse de la lumière jusqu'à ce qu'elles se fassent éroder par le milieu interstellaire. Et elles vont passer à peine 10 minutes dans le système de Proxima du Centaure. Et donc voilà, il faut qu'elle fonctionne à ce moment-là, parce que si elle fonctionne pas à ce moment-là, toute la mission aura servi à rien. Donc ça serait un peu dommage. Mais ça reste un projet qui semble faisable pour l'instant, en tout cas qui est en cours d'étude sur sa faisabilité. Et voilà, Yuri Milner, de manière très optimiste, pense que ce serait faisable d'ici une vingtaine d'années. Donc l'idée, ce serait d'avoir d'ici 50 ans les premières images de Proxima b. Ouais, donc ça voudrait dire on l'envoie, 20 ans plus tard, elles arrivent, 4 ans plus tard, on reçoit les images, parce qu'il y a le délai, quoi. Exactement. Bon, bah ouais, j'espère que ça arrivera. C'est une grosse logistique, hein, quand même, mais rien d'impossible à l'état actuel des connaissances. Il me semble aussi qu'il y a un autre concept qui est encore peut-être le plus fou de la liste, hein, c'est pas le Ramset. Le collecteur Bussard, oui, voilà. En anglais, le ramjet de Bussard. Ouais. Donc c'est quoi cette chose? Alors, un collecteur Bussard, c'est un truc de malade. C'est un vaisseau à fusion nucléaire, donc jusqu'à présent pas de surprise. Mais l'originalité du collecteur Bussard, il a été proposé dans les années 60 par Robert Bussard, qui est un physicien nucléaire américain. Et donc lui, l'originalité de ce vaisseau, c'est qu'il collecte son carburant en cours de route. Il faut savoir que l'espace interstellaire, il n'est pas complètement vide. En moyenne, on a un atome par centimètre cube. Donc si vous prenez un volume d'espace de la taille d'un cube de sucre, et que vous le mettez dans l'espace interstellaire, vous allez avoir en moyenne un atome d'hydrogène dans ce cube. Ça, c'est une moyenne, évidemment. Il y a certaines régions où il y a beaucoup plus d'hydrogène. Et l'idée du ramjet de Bussard, ou du collecteur Bussard, c'est d'avoir un vaisseau avec une espèce de grand cône magnétique qui serait capable de collecter, au fil de son voyage, des atomes d'hydrogène depuis le milieu interstellaire, et de les accélérer et de les fusionner pour faire des noyaux d'hélium, et de générer suffisamment d'énergie pour propulser la sonde. Et le truc intéressant avec le collecteur Bussard, c'est que plus il collecte de carburant en cours de route, plus il va vite, et plus il va vite, plus il collecte de carburant en cours de route. Donc il y a une espèce de boucle de rétroaction positive qui se met en place, et ce qui fait que, en fait, on peut atteindre n'importe quelle vitesse. On peut se rapprocher de manière très arbitraire de la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde. On peut se rapprocher de cette vitesse-là autant qu'on veut, si on accélère une sonde suffisamment vite à la base. Donc il y a des calculs complètement fous qu'on peut faire. Sur le papier, ça marche très très bien, qui peuvent montrer que si on accélère de 1 G en permanence, donc 1 G c'est l'accélération de pesanteur terrestre, hein, c'est ce que vous ressentez en tant qu'accélération quand vous êtes sur Terre. Et donc si vous imaginez un truc qui va en ligne droite comme ça à 1 G d'accélération constante, et là on peut imaginer atteindre le Proxima du Centaure en 3 ans, donc en moins de temps qu'un rayon lumineux pourrait l'atteindre. Alors en temps de passagers du vaisseau, hein, parce qu'il faut savoir que à partir du moment où on se rapproche de la vitesse de la lumière, il y a des effets qu'on appelle relativistes qui entrent en jeu et qui auront tendance à désynchroniser le temps qui sera perçu par les gens du vaisseau du temps qui sera perçu par les gens qui seront sur Terre. Et donc en pratique, plus vous allez rester longtemps dans un collecteur de Bussard, qui va de plus en plus vite, donc qui se rapproche de la vitesse de la lumière, plus votre temps va être désynchronisé par rapport aux gens sur place. Et donc vous pourrez aller visiter Proxima du Centaure en 3 ans, vous pourrez visiter le centre de la galaxie en 20 ans, vous pourrez même visiter la galaxie d'Andromède en 30 ans, et faire le tour de tout l'univers observable en 50 ans. Ça, c'est des calculs qu'on peut faire. Mais il faudra pas imaginer revoir les gens sur Terre après, parce que quand vous arriverez au centre de la galaxie, il y aura 26 000 ans qui se sont écoulés sur Terre. Au moment où vous arriverez à Andromède, donc pour vous le voyage aura duré 30 ans, mais pour les gens sur Terre, le voyage il aura duré 2,5 millions d'années.
Et lorsque vous reviendrez du tour de l'univers, la Terre n'existera même plus parce que vous arriverez des centaines de milliards d'années dans le futur. Donc c'est complètement contre-intuitif comme manière de voir les choses. On a tendance à dire mais pourquoi est-ce que ça devrait pas être possible d'atteindre Proxima du Centaure en 3 ans alors qu'un rayon de lumière arrive en 4 ans. Mais il faut vraiment penser à ça en termes de temps propre, de temps qui est perçu à l'intérieur du vaisseau. Et c'est ça la clé de compréhension du truc. Évidemment, le collecteur Bussard, il écarte certains problèmes parce que c'est sur le papier. Donc sur le papier, ça fonctionne toujours très bien. Et le plus gros problème du collecteur Bussard, c'est que plus il va vite, plus le fait de rencontrer un petit caillou interstellaire sur son passage, ça risque de vaporiser complètement le collecteur de Bussard. Donc voilà, il faut savoir que alors j'avais fait des petites notes, mais à 10% de la vitesse de la lumière, si vous collisionnez avec un caillou d'une fraction de kilo, ça génère l'équivalent d'une explosion quasi atomique et ça peut vous vaporiser un vaisseau. Donc et ça voilà, plus si vous arrivez à 90% de la vitesse de la lumière, j'aimerais pas être les gens qui sont sur votre passage parce que vous allez créer des cataclysmes sur votre passage. Mais c'est intéressant d'y penser parce que c'est quand même un voyage qui serait assez fou. Mais c'est un voyage qui sera difficile à relater à d'autres gens parce que les seuls gens qui l'auront vécu, ce sera les gens dans le vaisseau. Ouais, c'est vrai que c'est pas super pratique non plus. Puis on peut se demander comment on peut fusionner les atomes d'hydrogène à des vitesses, des vitesses très grandes, parce que finalement le truc il les capte. Le temps de fusion, finalement, il peut pas être plus rapide que. Oui. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont éludés par les calculs très très simplistes, très très simplistes. C'est jamais très simpliste. Il y a des calculs relativistes, des calculs d'ingénierie qui sont relativement complexes. Mais disons que quand on réfléchit sérieusement à la faisabilité technologique, ça impose des contraintes mécaniques sur l'unité de fusion notamment qui serait énorme. Et je pense qu'on en est encore loin. Et puis au niveau de la taille aussi du collecteur Bussard, ça reste un paramètre super important. Et les premières études qui ont été faites par Carl Sagan, etc., montraient qu'un collecteur de Bussard devrait avoir une centaine de kilomètres en termes de cônes magnétiques. Et il y en a d'autres qui imaginent même des cônes magnétiques de plusieurs milliers de kilomètres qui seraient alimentés par des espèces de centrales magnétiques de la taille d'un cœur de planète. On est sur de l'ingénierie de civilisation bien plus, bien au-delà de ce que nous on peut faire technologiquement. Mais voilà, encore une fois, c'est de l'ingénierie spéculative et c'est passionnant. Quand on réfléchit aux conséquences que ça pourrait avoir, ça fait des belles histoires de science-fiction, ça c'est sûr. C'est vrai. Et du coup, généralement, une des réactions quand on peut discuter de ces sujets de voyage interstellaire, c'est souvent il y a des gens qui peuvent se dire oui, bon, tout ça c'est bien, mais vous êtes trop fermé, vous travaillez avec les lois de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais on sait très bien que les révolutions scientifiques, elles arrivent, elles changent les paradigmes et tout ça. Qui c'est qui nous dit que on va pas dans 50 ans pouvoir trouver une nouvelle source d'énergie qu'on n'imaginait pas possible, qui va nous permettre de faire des choses incroyables. Quelle est la place justement de cette catégorie des inconnus finalement, ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas? Alors, quelle est la place des inconnus inconnus ? C'est toujours difficile, c'est toujours délicat de répondre à ce genre de questions parce que ces inconnus, elles sont inconnues, donc on peut même pas savoir les probabilités de ces inconnus. On peut rien dire sur ces inconnus. Et donc c'est vrai. Aux détracteurs, je réponds oui, c'est vrai. Il y a probablement des trucs qu'on ne sait pas encore, et il y a aucun scientifique qui va vous dire qu'on sait tout sur l'univers. C'est pas du tout la bonne vibe. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à d'autres progrès ou d'autres changements de paradigme qu'on pourrait avoir dans les décennies à venir. Par contre, on commence à avoir un corpus de connaissances qui est cohérent mutuellement. Et on sait qu'il y a des choses qui sont vraiment impossibles, qui ont été testées pendant des siècles et par plein d'expériences indépendantes. Et ce serait extrêmement surprenant d'apprendre que ces limites, par exemple, la limite de la vitesse de la lumière, qui est une limite fondamentale des lois de la physique, on a des moyens de la contourner,
notamment avec la propulsion alcubierre ou les trous de verre, ou ce genre de concept très très hypothétique, mais qui correspondent aux équations de la relativité générale d'Einstein. Mais on sait que si une particule a une masse, ou si un vaisseau possède une masse, il lui sera impossible d'accélérer à une vitesse égale ou supérieure à la vitesse de la lumière, pour une raison très simple, c'est que pour accélérer un vaisseau à la vitesse de la lumière, enfin pour accélérer quoi que ce soit, il vous faut de l'énergie. Voilà. Vous pouvez pas faire ça en un claquement de doigts, il faut du carburant, de l'énergie, etc. Et en fait, si vous faites les calculs de la relativité générale, vous vous rendez compte que plus vous voulez accélérer à des vitesses proches de celles de la lumière, plus il vous faudra une énergie importante, mais de plus en plus démesurée en fait. C'est presque exponentiel. Enfin, je sais plus si c'est exponentiel ou pas. Et il se trouve que si vous voulez atteindre la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, il vous faudrait une énergie infinie pour ça. Donc ça, c'est très très clair dans les calculs. Et c'est pour ça que la lumière, ça reste le seul truc qui va à la vitesse de la lumière, parce que les grains de lumière, les photons, ils n'ont pas de masse. Donc ils peuvent se balader à leur vitesse, quoi. Mais nous, on pourrait pas faire ça. Et on peut même pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, pour la bonne raison que si on faisait ça, on créerait des machines à remonter dans le temps. Et ça briserait l'un des principes fondamentaux de la physique, qui sont la causalité. Donc le fait que les éléments, les conséquences sont causées par des causes, et on n'a pas envie que les causes soient causées par les conséquences. Ça voudrait dire que si vous tuez votre grand-père, ce serait parfaitement possible, et ça introduirait pas de conséquences négatives sur le reste de l'univers, mais ça reste des paradoxes qui sont intéressants théoriquement à prendre en compte. Mais pour l'instant, de dépasser la vitesse de la lumière, ça reste pas super possible, quoi, pour l'instant. Donc ça, on est à peu près sûr de ça, mais pour les inconnus, c'est toujours difficile d'établir une cartographie de qu'est-ce qu'on connaît pas, sachant que plus on connaît des choses, plus on sait qu'on sait pas grand-chose. Donc voilà, il faut garder l'esprit ouvert, ça c'est sûr. Après, le bottleneck dans tout ça, c'est de savoir à quel point on met des financements dans tel ou tel projet. Et c'est bien de mettre des financements dans des trucs spéculatifs, mais jusqu'à quel point? Et ça, c'est des questions qui sont très très difficiles et qui sont à la base de la production scientifique à l'heure actuelle, sur est-ce qu'on veut des résultats immédiats, ou est-ce qu'on veut partir dans des trucs exploratoires qui peuvent nous donner des clés de compréhension du monde radicalement nouvelles dans les années à venir, dans les décennies à venir, mais ça reste très très cher par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on finançait des trucs plus safe. Donc c'est toujours délicat, et je suis bien content de pas être dans les comités de financement pour ça. Mais je pense que la recherche fondamentale, dans tous les cas, elle doit toujours être promue, parce qu'on sait jamais quelles avancées on peut avoir plus tard, quoi, sans le chercher à la base. Quand Einstein proposait le concept du laser au début du XXe siècle, il avait aucune idée qu'on ferait de la chirurgie pour des yeux laser aujourd'hui. Il avait aucune idée qu'on lirait des disques et de la musique et des DVD avec cette technologie. Il avait aucune idée qu'on pourrait découper des trucs et peut-être propulser des sondes interstellaires. Donc voilà, il avait aucune idée de ça. Lui, il avait juste le concept de laser théorique, qui était hypothétique à l'époque et qui est ensuite devenu très très pratique. Mais voilà, c'est une question de financement, quoi. À quel point on veut financer la recherche fondamentale, et dans la recherche fondamentale, à quel point on veut financer des trucs complètement qui nous semblent aujourd'hui ridicules, mais qui le seront peut-être pas dans les années à venir. Ouais, c'est vrai. C'est de toute façon une balance très difficile à trouver. Et puis il y a aussi il y a toujours le recherche du sensationnel. Par exemple, il est facile pour un magazine ou un blog ou autre de dire nouvelle révolution de l'engin d'Alcubierre, parce qu'il y a toujours des gens qui font des recherches académiques et qui vont sortir des papiers, des articles en se penchant sur un autre angle du problème et se dire tiens, j'ai peut-être trouvé un truc qui pourrait faire que l'engin d'Alcubierre fonctionne, mais et là c'est généralement après le mais qu'il faut regarder, parce que c'est Exactement. Mais il faut avoir de la masse négative pour que ça fonctionne. Et la masse négative, ça marche très bien sur le papier, mais on sait pas ce que c'est. Voilà, par exemple. Ouais, clairement.
Sinon, donc il y a aussi la possibilité de voyager, enfin possibilité entre guillemets de voyager donc vers une autre étoile, mais lentement. Donc ça serait avec un vaisseau générationnel. C'est un concept qui est aussi pensé. Alors j'ai récemment fait un podcast avec Frédéric Marin qui travaille astrophysicien de à Strasbourg et qui a lancé un programme héritage et qui s'intéresse justement à c'est un peu un projet secondaire pour lui, mais il s'intéresse à ça. C'est super intéressant parce que Justement, il m'avait envoyé un mail il y a quelques années parce qu'on avait fait un épisode sur le sujet et j'avais cité des études qui parlaient des choses qui intéressent Frédéric Marin. Et donc, c'est marrant, je lisais ce matin même un truc sur son article sur les vaisseaux générationnels, enfin les Warships, les vaisseaux mondes. Et du coup, voilà, donc vous en saurez probablement plus en écoutant l'épisode avec Frédéric Marin qu'avec moi sur le sujet, mais voilà, on peut quand même en parler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses déjà alors, ça reste aussi quelque chose de monstrueux en termes de faisabilité, puisque construire un vaisseau monde, ça demande, voilà. En fait, on est sur des vaisseaux encore plus gros que le vaisseau du projet des Dédalus. Hein, Ah oui, complètement. Hein. Là, on parle on parle de vaisseaux qui seraient capables d'abriter plus de 100 000 personnes, qui seraient construits en minant des astéroïdes ou des petites lunes du système solaire, qui seraient plusieurs milliers de kilomètres de long et plusieurs centaines de kilomètres de large pour pouvoir créer une gravité artificielle suffisante. Enfin voilà, il y a plein de contraintes techniques qui commencent à être réfléchies depuis les années 70, depuis qu'un certain Gérard O'Neill a commencé à développer ces espèces de concepts avec des étudiants en design de Stanford. Et donc il a développé tout un imaginaire autour de ces vaisseaux mondes. Lui, il imaginait des espèces de cylindres qui pourraient encapsuler des millions de personnes. Et enfin, les designs qui en ont résulté aujourd'hui sont à la base de plein de films de science-fiction, hein, comme si vous avez vu Elysium, par exemple, de Neil Blomkamp. C'est complètement basé sur les cylindres de O'Neill. Et évidemment, il y a une critique sociale dans tout ça, mais voilà, ça a été étudié dans les années 70. C'est toujours étudié maintenant. Il y a plein de gens qui proposent des designs de vaisseaux mondes, mais on reste quand même sur des problématiques, enfin en termes de ressources et en termes de coûts qui sont bien au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Même si dans les publications que vous pouvez trouver à ce sujet, la conclusion c'est que il y a rien qui nous empêche physiquement, technologiquement, économiquement, socialement de le faire, mais on n'est clairement pas sur la trajectoire de faire ça à l'heure actuelle, quoi. Donc non, c'est évident. Donc ça reste très très hypothétique, mais ouais, ça pose plein de problèmes parce que la vie dans un vaisseau monde serait quand même relativement différente de la vie sur une planète comme la Terre. Hein. On ferait face à des problèmes qui seraient relativement exotiques. Notamment, si vous voulez reproduire la gravité sur un vaisseau monde, il faut une espèce de grosse essoreuse à salade, hein, un peu comme la station spatiale de 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, qui est cette espèce de roue de vélo qui va tourner suffisamment vite pour vous plaquer sur sa paroi par la force centrifuge. Et le problème, c'est que il y a des effets un peu contre-intuitifs qui commencent à apparaître une fois que vous êtes dans un tel vaisseau, notamment le fait que plus vous vous rapprochez du centre de la roue, plus la gravité est plus faible. Et donc, si vous atteignez le centre de la roue, vous vous mettez à flotter. Mais ça pose aussi des problèmes de circulation sanguine. Si vous faites une roue qui est trop petite, par exemple, eh ben vous allez avoir le sang qui va avoir tendance à rester au niveau des parties basses de votre corps, qui sera plaqué par la force centrifuge, tandis qu'il aura du mal à remonter vers la tête. Donc c'est sympa de faire des vaisseaux générationnels, mais si tout le monde en ressort débile à la fin, bah c'est pas forcément très très souhaitable. C'est clair. Donc l'idée c'est de faire des vaisseaux qui sont suffisamment grands pour limiter ce genre d'effet et limiter aussi l'effet de la force de l'effet Coriolis, qui est le fait que voilà, il y a certaines trajectoires des objets quand on les lance dans une telle roue spatiale qui vont être contre-intuitives par rapport à ce que nous on s'attendrait, voilà, parce qu'on n'est pas dans un référentiel galiléen en gros. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait ça crée des troubles dans l'oreille interne qui feraient qu'on aurait tout le temps le mal de mer si on était dans une roue suffisamment petite. Et donc on n'a pas envie de passer notre temps à vomir non plus dans le vaisseau. Donc l'idée c'est de les faire suffisamment grands. Et si on les fait suffisamment grands, bah, on est sur des centaines de kilomètres de diamètre. Bon,
voilà, on reste sur ces problèmes de ressources. Ouais, c'est vrai que c'est des problèmes logistiques insurmontables, enfin, à notre niveau, clairement, quoi. Mais bon, ça reste très intéressant. Et puis, bon, bah, effectivement, je mettrai le lien dans la description du podcast avec Frédéric Marin, qui est encore pas sorti, mais que j'ai fait la semaine dernière. Et Donc lui, il parle, je crois, de la génétique des populations qui serait, enfin, pour une population minimale de vaisseaux mondes, pour qui arriverait à destination de manière relativement saine, hein, qui ils crèveraient pas tous avec une petite grippe ou par par consanguinité. Donc ouais, donc lui, il a calculé l'équipage minimal pour ce genre de vaisseau. Je crois qu'il arrive à quelques centaines, à quelques milliers maximum. Enfin, minimum pour le coup. effectivement, d'un côté, on se dit, ok, ben finalement, c'est pas tant que ça, quoi. Et puis un vaisseau qui pourrait abriter 100, 150, 200 personnes, peut-être qu'il devrait être pas si grand que ça, mais après, il faut aussi imaginer que la population va s'agrandir et puis qu'on n'a pas envie voilà, d'envoyer juste 100 personnes et que la population reste stable jusqu'à la fin. Il faut qu'elle puisse croître pour que les chances de la mission qui est certainement de populer une autre planète, hein, ce serait avec plus de gens, quoi. Voilà. En tout cas, intéressant concept. Un autre concept sur l'espace est là. Donc, alors, je sais pas si tu as d'autres choses à dire au niveau des voyages interstellaires, sur des propulsions qu'on n'a encore pas vues ou des concepts. Bah, il y a toujours les concepts très hypothétiques de propulsion alcubière à la Star Trek, où on utilise les équations de la relativité générale pour imaginer un vaisseau à l'intérieur d'une bulle de distorsion dans lequel l'avant du vaisseau comprimerait l'espace-temps comme une pichenette, et puis l'arrière du vaisseau dilaterait l'espace-temps. Et puis à l'intérieur, on pourrait voyager en dessous de la vitesse de la lumière, mais comme l'espace, il n'y a aucune contrainte qui autorise, enfin voilà, la vitesse d'expansion ou de dilatation de l'espace, on pourrait voyager de manière entre guillemets plus rapidement que en passant d'un point A à un point B en ligne droite avec un tel vaisseau. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, ça demande une quantité de matière exotique, donc de matière avec une énergie négative, mais il y a des développements intéressants. Cette année, il y a un astronome qui s'appelle Eric Lenz, je crois. Ouais, c'est ça. Eric Lenz, qui a publié une nouvelle solution des équations d'Einstein, où lui, il n'a pas besoin d'énergie négative pour pouvoir produire sa bulle de distorsion alcubière. Et par contre, sa solution, elle requiert plusieurs centaines de fois la masse de Jupiter pour créer un anneau de matière autour du vaisseau, pour créer une espèce de bulle de distorsion de 100 mètres de diamètre, ce qui reste quand même très au-delà de ce que nous, on peut faire à l'heure actuelle. Mais dans les équations, ça fonctionne. Après, j'ai pas vérifié les équations. C'est vrai que, comme tu disais, sur le papier, ça marche souvent. Mais après, c'est plus compliqué, voilà. Ok. Donc ouais, c'est vrai que en science-fiction, d'une manière générale, la solution des auteurs, c'est souvent de se dire, allez, je vais pas me prendre trop la tête sur les voyages, je vais les faire voyager plus vite que la lumière. Ça permet d'avoir des histoires qui se passent sur plusieurs planètes. Parce que c'est vrai que ça serait un peu compliqué si dans Star Wars, Dark Vador quitte Tatooine et 10 000 ans plus tard, il arrive sur Coruscant. Exactement. Alors ça pose un problème. Enfin, ça pose pas de problème dans les space opéras. Donc dans les trucs qui se passent à une échelle galactique. Par contre, il y a plein d'auteurs de science-fiction qui essaient de réfléchir de manière la plus rigoureuse possible de à quoi ça ressemblerait un voyage. Enfin voilà. Les gens de la British Interplanetary Society et voilà, toute la bande de gros nerds qui s'intéressent à ces questions-là, il y en a beaucoup qui sont des auteurs de science-fiction très reconnus et qui voilà, on a Poul Anderson par exemple qui a fait un bouquin qui s'appelle Tau Zéro et où il imagine la vie dans un vaisseau monde et donc voilà, il essaie de décrire de la manière la plus rigoureuse possible avec les connaissances de son temps sur comment ça peut fonctionner, ce genre de truc. Donc il y a toute une littérature en fait qui essaie d'imaginer les conséquences humaines et technologiques de tout ça. Mais ouais, c'est vrai que pour faire un space opéra, c'est plus difficile. Oui. En fait, ça nous renseigne quand même sur le fait que il est certainement peu probable qu'une civilisation à l'échelle galactique soit possible. En tout cas, si les problèmes des distances restent ce qu'elles sont, comment coordonner ne serait-ce que 3 systèmes solaires, quoi. Ça paraît... Mais comment faire de l'administratif à l'échelle interplanétaire? Voilà, c'est casse-gueule. Alors, du coup, ça nous renvoie à la question du paradoxe de Fermi, qui est une question fascinante, hein. On peut voir le nombre de personnes qui réfléchissent et qui proposent leurs solutions. Chacun a une solution préférée ou un ensemble de solutions.
Alors, quel est ton avis sur cette question de Fermi finalement? Donc la question de Fermi, donc pour les gens qui la connaissent pas, je la rappelle, c'est dans les années 50, Enrico Fermi, donc qui fait partie aussi du projet Manhattan. Il se pose dans une cantine et puis il se demande, c'est quand même ça, voilà, on est dans toute cette ambiance on va construire des modèles de propulsion nucléaire pulsée, tout ça, voilà, ça a l'air facile de coloniser l'espace. Enfin, j'aime pas du tout le terme coloniser d'ailleurs, et c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Voilà, je fais une petite digression là-dessus quand même parce que je pense que c'est important. Le terme de colonisation de l'espace, c'est un terme qui est très très chargé idéologiquement et chargé historiquement aussi. Et ça introduit une certaine vision de l'exploration spatiale qui me semble pas éthique du tout, dans le sens où on va dans l'espace pour coloniser, donc s'approprier des ressources, imaginer les planètes comme des lieux à exploiter, et peut-être voilà, s'il y a des êtres sur ces trucs-là, on pourrait les exploiter aussi. Donc il y a tout un imaginaire colonial autour de tout ça qui m'embête un petit peu, et qui est pas forcément très conscientisé chez les gens qui s'intéressent à ces questions. Mais il y a des débats de terminologie sur qu'est-ce qu'on devrait appeler cette entreprise. Est-ce qu'on devrait l'appeler exploration de l'espace, installation dans l'espace, en anglais space settlements. Et il y a tout un mouvement interne dans ces gens qui réfléchissent, et je fais partie des gens qui promeuvent ce genre de termes, de parler plutôt d'installation spatiale plutôt que de colonisation spatiale. Ça a tendance à faire tiquer moins de monde en général, et il n'y a pas tous ces a priori, voilà. Et donc dans les années 50, pour revenir à la question de Fermi, donc Enrico Fermi il se demande, voilà, ça a l'air super facile de faire des voyages interstellaires, en tout cas il n'y a rien qui l'empêche, et puis l'univers il est quand même vieux, il a entre 10 et 15 milliards d'années, il y a eu tout le temps pour former des étoiles et des planètes possibles. À l'époque de Fermi, on connaît 0 exoplanète, on suppute qu'elles existent, mais on n'en connaît aucune. Et donc il se demande, dans ce cas-là, en partant de ça, le fait que l'univers il soit vieux, il y a plein d'étoiles partout. Notre galaxie, elle compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Si de la vie peut émerger facilement, et si des sociétés extraterrestres peuvent émerger facilement, ce serait facile de s'installer dans toute la galaxie. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas à l'heure actuelle? Où sont-ils? C'est comme ça qu'il le formulait. Et évidemment, il y a plein de réponses plausibles à ces questions-là, qui vont du moins ridicule au plus ridicule. Moi, j'aime bien les solutions un peu conservatives, qui remettent en question les prémices même de la question de Fermi, qui n'est pas un paradoxe, d'ailleurs. C'est pas un paradoxe au sens logique. Il n'y a pas de contradiction logique dans le truc de Fermi, parce qu'il suffirait de découvrir une autre société extraterrestre ailleurs pour pouvoir rendre caduque toute la réflexion de Fermi. Donc moi, la solution que j'aime bien, c'est qu'on n'a juste pas encore suffisamment regardé, et on n'a pas encore les outils pour pouvoir interpréter facilement le genre d'observation qu'on pourrait avoir. Enfin, voilà, on connaît à peine 4800 exoplanètes, donc il y en a probablement des dizaines de milliards, des centaines de milliards dans la galaxie, voire plus. On est loin d'avoir tout exploré, et on commence à peine à avoir des bons outils pour pouvoir regarder ça. Donc ça, c'est déjà de partir des prémices de la question, je trouve ça important. Et puis on n'a aucune idée de à quel point la vie se produit facilement à l'échelle de l'univers. En exobiologie, donc la science qui étudie le domaine de l'astrophysique qui étudie, c'est pas un domaine de l'astrophysique, mais un domaine d'étude qui étudie la vie dans son contexte cosmique. On a un problème récurrent qui s'appelle le problème n égale 1 dans le jargon. Et le problème n égale 1, c'est que on a un échantillon de vie connu dans l'univers, c'est la nôtre, c'est la vie sur Terre. Et en fait, on a zéro idée de comment est-ce que la vie est apparue sur Terre. Enfin, plein d'idées hypothétiques, mais de reconstruire le scénario précis de comment est-ce que des molécules complexes se sont assemblées pour former les premières protéines et les premières molécules porteuses d'informations génétiques. Ça, on n'en a aucune idée pour l'instant. Et sans cette information qui est quand même cruciale, donc à quel point les conditions d'apparition de la vie sur une planète sont restrictives selon les environnements qui sont disponibles, ça c'est une question qui serait intéressante à répondre avant même de réfléchir à la question de Fermi. Donc voilà, à quel point c'est facile de produire de la vie sur une planète. Pour l'instant, on ne sait pas. Il suffirait juste de détecter un exemple de vie ailleurs
pour être beaucoup plus optimiste sur les chances d'apparition de la vie dans le cosmos. Mais en l'état actuel des connaissances, on peut même pas se permettre de faire des statistiques sur à quel point la vie elle est rare dans l'univers ou pas. À cause de ce problème n égale 1. On peut pas faire de généralisation à partir d'un exemple d'un échantillon de 1. C'est mathématiquement impossible. Et ça, on le dit assez rarement, malheureusement, dans toutes les discussions autour de la vie extraterrestre, etc. Mais voilà, on commence à avoir des outils pour pouvoir investiguer ce genre de trucs. Dans les décennies à venir, on aura des instruments très intéressants qui vont nous permettre de faire ça. Mais pour l'instant, on est encore coincé. Et donc, à partir de ce moment-là, rajouter par-dessus une couche spéculative sur l'apparition des sociétés extraterrestres, sachant qu'on n'a pas de théorie générale d'apparition des civilisations dans un espace des possibles. Enfin, l'évolution elle est extrêmement contingente. Hein. Si on reprenait l'évolution, voilà, il y a Stephen Jay Gould qui disait que si on revenait 500 millions d'années dans le passé et qu'on écrasait un des trucs, une des créatures sur place, et qu'on revenait dans le présent, il y aura probablement pas la même évolution qui se serait produite jusqu'à présent, parce que l'évolution elle est essentiellement contingente, et l'évolution des sociétés humaines elle est aussi très très contingente. Elle dépend des individus, elle dépend de la culture, elle dépend de plein de facteurs qu'on comprend, qu'on est très très loin de comprendre. Et de se dire qu'il y a une espèce d'évolution linéaire entre des sociétés dites primitives et des sociétés dites technologiquement avancées, avec un présupposé que les sociétés technologiquement avancées, elles vont forcément aller dans la direction des sociétés européennes depuis la révolution industrielle. Ça reste en anglais on appelle ça un leap of faith, un saut de la foi, qui est quand même assez énorme. Et donc spéculer sur l'existence de civilisations extraterrestres, je veux bien, mais avec des modèles, pour l'instant on a quasiment rien pour faire des modèles fiables à ce sujet. Donc on peut évidemment, il y a plein, voilà, comme je disais, ma réponse préférée au paradoxe de Fermi, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment observé. Mais c'est aussi que la question est peut-être pas aussi pertinente qu'on y croirait. Parce qu'elle mérite de réfléchir à plein d'étapes de la réflexion. Et mais sinon, il y a plein d'idées rigolotes pour y répondre. Il y a une idée que j'aime bien, c'est l'idée du zoo cosmique. Donc ils sont déjà là, ils sont un peu partout, et puis ils ont vu qu'il y avait de la vie sur Terre, et ils se sont dit on va peut-être pas interagir avec eux pour l'instant, on va les laisser évoluer encore un moment, et on va se rendre indétectable par rapport à ce qu'ils font. Ça c'est rigolo. Bon, je trouve pas ça très Enfin, je considère pas ça comme une hypothèse sérieuse, mais je trouve ça rigolo. Il y a aussi l'hypothèse du planétarium, c'est encore pire. C'est l'idée que selon laquelle on est dans une espèce de matrix, de simulation 3D conçue par des intelligences aliens supérieures. Et on est dans une illusion d'univers, mais il y a quelque chose au-delà de tout ça, et notre Terre est une espèce d'expérience. Voilà, il y en a d'autres. Il y a l'idée du grand filtre, selon laquelle il y a une espèce de barrière à la complexité d'une civilisation, qui soit une barrière infranchissable et qui empêcherait toute complexité dans l'univers d'atteindre un certain niveau. Voilà, ça c'est l'idée un peu déprimante, on va dire. Mais voilà, il y a plein je crois qu'il y a plus de 70 réponses possibles au paradoxe de Fermi, selon les auteurs qu'on considère. Mais voilà, ça reste une question fun, et qui dirige pas mal de questionnements sur la question de l'intelligence extraterrestre. Ouais, c'est sûr qu'on peut que être fasciné par ces questions, dans la mesure où voilà, il y a tellement d'inconnus, et la plupart des gens sont excités à l'idée qu'on pourrait. Il y a aussi cette on n'a pas vraiment envie d'être seul. Il y a ce sentiment que ce serait dommage. En plus, l'espace est tellement grand, il y a tellement de planètes. S'il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles qui possèdent quasiment tous un système stellaire, ce serait quand même un immense gâchis d'espace. Oui, tout à fait. Belle référence d'ailleurs. Ça vient de Contact de Carl Sagan. Ah, peut-être, ouais. Le film, le livre, ouais. Le film de Robert Zemeckis, ouais, c'est... Ouais, il est pas mal ce film. Bon, en tout cas, ça pose... Enfin, ce que j'aimais aussi avec cette réflexion du paradoxe de Fermi, c'est que ça peut nous permettre de réfléchir aussi à notre futur, parce qu'on peut se dire, ok,
justement, quand tu mentionnais le grand filtre, on peut se dire que, effectivement, s'il existe, si c'est le cas, si l'hypothèse du grand filtre est vraie, alors soit le grand filtre il est derrière nous et on l'a déjà passé par juste la chance. Il y a une chance sur 10 trillions qu'une espèce arrive à notre niveau. Ben, il en faut une, hein, donc ça peut être nous. Donc ça, c'est un peu une façon anthropique de voir les choses, mais s'il s'avère que finalement la vie se développe assez facilement dans l'univers, il suffit d'avoir les ingrédients, et les ingrédients semblent être relativement présents, en tout cas les atomes légers, l'eau, tout ça, ce qui fait que les molécules peuvent s'assembler, pourquoi pas. Et puis du coup, ça veut dire que si c'est aussi facile de faire la vie, et bon, après la vie, des sociétés intelligentes, et puis il faut aussi des animaux qui soient capables d'avoir des mains avec un pouce opposable. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les dauphins, ils sont intelligents, hein. Tout à fait, exactement. J'allais y venir. L'idée même de civilisation avancée ou de civilisation intelligente, c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans cette littérature, et c'est aussi un truc qui me pose problème, parce que c'est des termes qui sont jamais bien définis, ou qui sont issus de l'anthropologie d'il y a un siècle et demi, donc à l'époque coloniale, et on est toujours sur des notions de niveau de civilisation. Il y avait Kardashev qui avait son échelle des civilisations à coup d'utilisation énergétique de la civilisation en question. Mais il faut savoir qu'en anthropologie, ce sont des trucs qui sont très débattus, très discutés, et en pratique, dans les cercles du SETI ou les cercles de gens qui réfléchissent au voyage interstellaire, il y a peu d'anthropologues, il y a peu de gens qui font des sciences humaines et sociales qui pourraient apporter des idées intéressantes sur ces sujets. Et il y a une espèce de... Bon, ça commence à changer, hein. Il y a quand même des anthropologues qui s'intéressent à tout ça et qui essaient de débunker en fait cette vision très occidentalo-centrée de l'évolution des sociétés. Mais voilà, il y a, à partir du moment où on met le mot, l'adjectif intelligent sur le développement d'une civilisation, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont pas intelligentes, et ça dépend de la définition de l'intelligence. Je veux dire, comme tu dis, il y a des dauphins qu'on considère très intelligents, on essaie d'entrer en communication avec eux. Enfin, sur Terre, on n'est pas seul, quoi. On est seul. On se dit seul seulement si on considère que l'intégralité de la biosphère sur Terre n'est pas digne d'intérêt. Et ce serait dommage de penser ça, parce qu'on est dans une époque où une espèce sur 8 est menacée d'extinction en termes... c'est les rapports de l'IPBES qui nous disent ça. On risque de perdre une richesse en termes de biodiversité et en termes d'intelligence dans le cosmos si on ne prend pas plus attention aux intelligences terrestres et aux différentes formes de l'intelligence terrestre. Il y a l'intelligence, elle peut prendre des formes très très différentes. Par exemple, si vous prenez le blob, Physarum polycepharum, dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est une espèce de myxomycète. C'est pas un champignon, c'est pas un animal, c'est pas un truc, mais ça ressemble à une espèce de vomi de chien qu'on trouve dans les forêts du monde entier. Et il se trouve que ce truc possède une forme d'intelligence qui est complètement, radicalement différente de ce que nous on connaît, parce que nous, les humains, on a une forme d'intelligence basée sur, qui est centralisée avec un cerveau, et puis on peut décentraliser notre intelligence en faisant de l'intelligence collective, hein, bien sûr, mais en termes d'individus, nous, on repose sur notre cerveau. Et le blob, donc, ne fait pas du tout ça. Le blob, c'est une créature unicellulaire qui peut résoudre des problèmes relativement complexes avec une seule cellule. Et donc son intelligence, elle est distribuée parce que c'est une espèce de grosse cellule qui a plein de noyaux et qui va répartir ses noyaux à travers l'espace pour pouvoir récolter des ressources. Et donc ça nous challenge un petit peu dans nos notions de ce qu'on considère comme intelligent dans l'univers ou pas. Et voilà, donc c'est très difficile de mettre le mot intelligence et de pas l'affubler d'un jugement de valeur, de pas dire que être intelligent c'est mieux que de pas être intelligent. Et du coup, ça biaise un petit peu les discussions sur la recherche d'intelligence extraterrestre, et ça me questionne en tout cas. Je sais pas trop quoi en penser aujourd'hui, mais j'aimerais bien que plus de gens en sciences humaines et sociales s'emparent de ces questions, parce que c'est des questions passionnantes. Ouais, c'est vrai, tout à fait. De toute façon, ce serait déjà une révolution incroyable dans l'histoire de la science de découvrir des bactéries, ne serait-ce que des formes primitives, comme on dit, c'est-à-dire primitives dans le sens historique, quoi, hein, les premières formes de vie. Et
déjà, ça serait extraordinaire. Après, effectivement, on se dit, bon, ça fera la une des journaux pendant une semaine peut-être. Et puis après, les gens se diront, ouais, mais ce qu'on veut, c'est E.T., quoi. Hein, c'est Alien. Mais au final, Évidemment, comme tu évidemment, disais, la il y a déjà, science-fiction nous a créé des attentes. Hein. Ah ouais. En fait, à la fin du livre de Stephen Webb sur justement le paradoxe Fermi, c'est 75 réponses au paradoxe Fermi, qui est un livre assez dense. Hein. Et justement, bon, en fait, c'est difficile après avoir lu ce livre de trouver d'autres solutions parce que j'ai l'impression qu'il les a vraiment toutes explorées. Et à la fin, il conclut qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est nous. On recherche une autre espèce humaine dans l'espace. Et la probabilité que ça ce soit le cas, on n'en a absolument aucune idée. Et, au final, plus ça va. Alors quand j'étais plus jeune, effectivement, j'avais la science-fiction dans la tête, donc je me disais, en appliquant une certaine forme de probabilité sur le nombre de planètes et le fait que les éléments, les ingrédients pour la vie soient assez communs, je me disais, on peut pas être les seuls, c'est pas possible. Aujourd'hui, je me dis, non, c'est vraiment rien. Si ça se trouve, quand on dit qu'il y a beaucoup de planètes et que ça correspond forcément à une chance plus élevée dans la vie, mais en fait, on ne sait pas la fraction de ces planètes qui peuvent abriter la vie. Donc, si ça se trouve, il y a plus de... Enfin, la chance est plus faible que le nombre d'atomes dans l'univers, quoi. Ou est-ce qu'il existe des nombres tellement grands et ouais, donc et puis encore plus quand on prend en compte le temps, c'est-à-dire que voilà, l'univers a 13,8 milliards d'années, il faut aussi que deux civilisations soient en même temps capables de communiquer et de recevoir des messages dans une sorte de bulle technologique similaire, c'est-à-dire que si ça se trouve, il y a des extraterrestres qui communiquent plus avec la radio, donc le SETI il va être mal barré pour trouver leur message, quoi, parce que si ça se trouve... Exactement. Ils commencent à chercher de nouveaux trucs, du style des signaux laser, par exemple. Voilà, dans le cadre du projet Breakthrough Starshot. En fait, c'est super intéressant de voir comment ce genre d'idée se développe. Je trouve ça passionnant. Genre, on développe des technologies de communication par ondes radio, donc les gens vont s'intéresser à comment est-ce qu'on peut communiquer de manière interstellaire par des ondes radio. On développe la bombe nucléaire, on se demande est-ce qu'on pourrait voyager dans d'autres planètes avec l'énergie nucléaire. On développe le laser, on se demande comment est-ce qu'on pourrait... Voilà, en fait, ça suit nos évolutions technologiques et ça parle vraiment de nous, en fait, ce genre de questionnement. Donc il y a des gens aujourd'hui qui vont fouiller dans les données qui sont des télescopes qui sont déjà publiés pour pouvoir chercher des anomalies, des trucs qui pourraient être construits par des architectures artificielles ou par des pulses laser qui pourraient être une espèce d'internet galactique. Voilà, il y a plein de projets comme ça, plus ou moins spéculatifs, qui prennent pas trop de ressources, donc c'est quand même des projets intéressants, parce que faut bien quelqu'un pour vérifier s'il y a quelque chose ou pas. Mais ça suit quand même tout le temps notre évolution technologique, quoi. Ouais, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on arrive à s'extraire de ça, quoi. Il y a personne qui va chercher des chasseurs-cueilleurs extraterrestres. Ouais, ça va être compliqué de les trouver, c'est clair, s'ils sont... C'est ça aussi que... Mais ouais, en tout cas, bon, et puis de toute façon, la question de Fermi, c'est... ça, comme tu disais, il y a des prémices. La prémisse, c'est il existe des civilisations capables de communiquer, et il est facile de se répandre dans la galaxie. D'ailleurs, j'ai fait un podcast aussi avec Stewart Armstrong qui travaille au Future of Humanity Institute, et lui, il a regardé il s'est penché sur le paradoxe de Fermi, et il s'est vraiment penché sur la question quelles sont les ressources pour coloniser, je vais utiliser ce terme. Ouais, c'est dans ma psyché. C'est dur, hein. C'est dur parce que ça fait vraiment partie de sa littérature, hein, donc. Ouais, c'est science-fiction à fond. Bon, en tout cas, ouais, c'est de se répandre dans la galaxie. J'aime bien le mot expansion aussi, parce qu'il y a une sorte de expansion, c'est pas mal. Voilà, c'est un petit peu spirituel aussi. Et en gros, voilà, avec les ressources, on peut facilement, selon les calculs en tout cas, c'est relativement faisable, sans trop de problèmes, quoi, de s'étendre dans tout l'univers observable. Et donc là, ça remet encore plus la question de Fermi en question, parce que jusqu'ici, on regarde plutôt la galaxie, mais si on prend l'univers observable et se dire on est seul dans l'univers observable, là, les gens ont vraiment du mal à l'accepter. Parce que... Ouais, mais il y a aussi une question, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait forcément s'étendre ?
Alors certes, la vie cherche à s'étendre de manière naturelle dans tous les environnements possibles sur une planète donnée, mais pour sortir de l'attraction gravitationnelle d'une planète, il faut le vouloir hein, et il faut trouver des raisons pour le faire. Donc est-ce que voilà, pour une autre question qui peut être une réponse au paradoxe de Fermi, c'est les gens les sociétés qui pourraient s'étendre à travers la galaxie ne le font pas parce que elles trouvent que c'est pas une bonne chose à faire ou que c'est pas que c'est trop difficile, que ça demande trop de ressources et que c'est démesuré pas de manière absolue, mais de manière relative par rapport à leur contexte culturel, quoi. Pour Fermi, c'est souvent il y a beaucoup de solutions qui finalement se heurtent à un problème de xénopsychologie, c'est-à-dire on va devoir faire l'hypothèse de savoir ce que ces civilisations souhaitent. Et forcément, on regarde ce qu'on a fait et on les analyse. Enfin, il y a beaucoup d'anthropomorphisme. Et par exemple, si on se dit il y a plusieurs civilisations extraterrestres qui existent, et elles choisissent toutes de nous mettre dans un zoo, par exemple, il suffirait qu'il n'y en ait qu'une seule qui, on va dire, rompt cet accord, ce traité, je sais pas, la Prime Directive dans Star Trek, là, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, il suffit juste d'un extraterrestre même qui est qui décide d'aller voir un petit peu sur Terre. D'ailleurs, bon, il y a des gens qui pensent que c'est le cas, c'est les phénomènes d'OVNI, hein, qui est aussi. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, c'est récent. Voilà, il y a eu quand même un petit buzz autour d'un article du New York Times, le Pentagone qui a relâché certains documents sur les observations de la Navy. Alors, je me suis pas renseigné là-dessus en particulier. Par contre, la question des ovnis, enfin moi je pars d'un j'ai une longue histoire intellectuelle au niveau des ovnis. Enfin, on appelle ça les PAN maintenant, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est une manière de moins. Enfin, c'est une terminologie qui est moins biaisée, et qui nous biaise moins à avoir des petits hommes verts un petit peu partout, mais juste des phénomènes qui peuvent être naturels ou artificiels, aérospatiaux, non identifiés, des trucs qu'on voit dans le ciel mais qu'on ne comprend pas. Ça, il y a plein d'organismes à travers le monde qui essaient de recenser ce truc-là. En France, on a le GEPAN, qui est l'organisme de référence pour collecter les témoignages de PAN. Et donc il en a collecté plusieurs milliers. Hein. En fait, la plupart des gens qui voient des PAN sont des gens qui sont honnêtes. Je suis convaincu de leur honnêteté et je suis convaincu que c'est des témoignages qui sont sincères. Par contre, après enquête, il se trouve que selon les statistiques qui ont été faites par le GEPAN, il y a plus de 97% des cas de PAN qui sont explicables après enquête, que ce soit voilà, la plupart des gens vont avoir tendance à mésinterpréter les distances des objets dans le ciel, parce que c'est super dur en fait d'observer quand tu observes un objet dans le ciel, tu peux pas estimer sa distance. Tu peux pas dire par exemple que ce point lumineux, il est proche et peu lumineux, ou il est loin et très lumineux. En fait, dans la luminosité apparente, ce serait la même, donc ce serait impossible de savoir à quel point un truc se déplace vite juste à l'œil. Même les pilotes chevronnés, etc., où on a beaucoup de cas de PAN à ce niveau-là. Mais voilà, ce que je trouve avec le phénomène OVNI, c'est qu'il est révélateur d'une certaine culture. Il y a un modèle qu'on appelle le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, qui fonctionne très très bien pour expliquer la plupart des cas et la plupart des vagues d'observation d'OVNI qu'on a vues depuis les années 50. Et en fait, c'est un phénomène qui est largement culturel, en fait, qui est basé essentiellement sur notre rapport à la science-fiction, au développement d'une culture de masse, au développement des médias de masse aussi. Et on remarque qu'à partir du moment où certaines séries vont passer à la télévision, dans les années 90, on avait X-Files qui passait à la télévision, et donc il y avait une espèce de pic de cas d'OVNI pendant X-Files, parce que X-Files apprenait les gens à s'attendre à voir des trucs bizarres dans le ciel. Donc forcément, quand on s'attend à voir des trucs bizarres dans le ciel, on aura tendance à voir des trucs bizarres dans le ciel, parce qu'il y a plein de choses dans le ciel qui sont bizarres et qu'on n'arrive pas à interpréter. Même moi, hein, je veux dire, j'ai déjà vu des lanternes chinoises dans le ciel sans savoir que c'était des lanternes chinoises. C'est quand même un vol assez bizarre, les lanternes chinoises. Donc il y a eu des moments de qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est même en tant qu'expert du ciel entre guillemets, on n'est pas à l'abri de se faire fourvoyer à ce niveau-là.
Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas été visité par des extraterrestres. Ça se saurait parce qu'on a quand même des télescopes qui regardent 24 heures sur 24 une grande partie du ciel à plein de longueurs d'onde différentes. Donc même s'ils étaient invisibles à l'œil nu, on pourrait les voir relativement facilement. Mais voilà, ça fait. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu une espèce de grands mouvements de vidéos floues sur Internet dans les débuts des années 2000, au fin des années 90. Aujourd'hui, beaucoup moins de vidéos floues d'OVNI. Aujourd'hui, on a tous des caméras sur notre smartphone qui sont en HD 4K et plus, et qui peuvent uploader des vidéos de très haute résolution, et on n'a pas de vidéos de meilleure résolution que ce qu'on avait dans les années 90 et 2000 sur ces trucs flous qui pouvaient laisser planer le mystère, et qui sont souvent des fakes, hein, faut bien l'avouer. Mais même quand c'est pas des fakes, ce sont souvent des trucs qui sont bien terrestres. Et aujourd'hui, voilà, les gens ils s'attendent à voir des drones dans le ciel, ils s'attendent à voir des trucs un peu plus fantasques que ce qu'ils s'attendaient dans les années 90. Donc on a beaucoup moins de cas d'OVNI aujourd'hui, de cas de témoignages d'OVNI qui sont rapportés que dans les années 90 où on avait eu toute une culture autour de ça. Donc c'est ça que je pense aujourd'hui, c'est qu'on est entraîné par nos références culturelles à voir des trucs bizarres dans le ciel. Mais ces rapports là de la Navy, c'est pas le premier rapport, hein. Il y a eu le rapport Cometa en France, pas en France, sur la question, mais qui était pas un rapport scientifique, donc c'est un peu bizarre. Il y a eu très très peu d'études sérieuses qui ont été faites sur le sujet, mais il n'y a pas forcément de raison de faire des études très très sérieuses sur le sujet à mon goût. Même si les trucs bizarres qui ont été observés doivent être expliqués, mais je pense que cette explication, elle n'a pas besoin de faire intervenir des aliens d'autres planètes. Ouais, non, c'est clair que c'est souvent aussi ça le problème, c'est que les gens disent j'ai vu un truc dans le ciel, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des extraterrestres. Bah, tu viens juste te dire, tu sais pas ce que c'est. Enfin, il faut s'arrêter là. Ça peut être plein de choses. Et généralement, les extraterrestres, c'est la dernière chose qu'on devrait mettre sur la table parce que voilà, il y a même Vénus qui parfois est confondu avec un objet volant. Tout à fait. Bizarre, tout à fait. Dans les rapports de Pan, Vénus, ça reste c'est dans le top 5 des objets que les gens voient et qui s'attendent pas à avoir un truc aussi lumineux dans le ciel, quoi. Il y a Vénus, il y a la Lune aussi. Parfois, la Lune se trouve très bas dans l'horizon. Elle a l'air super grosse et les gens ils comprennent pas trop ce qu'ils voient. Voilà. Donc ça peut être des avions, ça peut être des drones, ça peut être des ballons sondes, ça peut être des lumières, des marais, enfin ça peut être de l'éclair en boule, ça peut être plein de choses. Ouais, non, ce truc avec les rapports du Pentagone, c'est sorti en juin cette année. Il y a eu pas mal effectivement de buzz autour de ça, mais au final tu retrouves le même problème, c'est 3 vidéos petites, donc déjà la résolution est vraiment petite. Tu vois des machins, c'est des pixels qui bougent en fait, et t'entends les personnes le personnel de l'armée, hein, enfin de la Navy, qui disent oh mon Dieu c'est quoi, je sais pas ce que c'est, traque-le. Et donc bon, au final, effectivement, alors il y a un petit peu le côté comment on dit défense qui prend le relais puisque bon c'est un truc qui pourrait appartenir à une autre armée, là il faut s'en inquiéter, donc c'est pour ça qu'il y a eu peut-être aussi un petit peu d'intérêt de la part de l'armée et tout ça. Puis il y a toujours aussi les théories du complot qui s'emparent de ça, et donc après ça nourrit l'imagination encore plus, puisqu'on se dit que le gouvernement est forcément de mèche, tout ça, quoi. Dernière question, c'est concernant le James Webb Telescope, donc tu en as parlé un tout petit peu, donc c'est attendu par beaucoup de personnes, hein, d'astrophysiciens, ça fait des années qu'il est annoncé, il y a eu beaucoup de délais. Qu'est-ce que tu attends le plus de ce nouveau télescope qui est censé être beaucoup plus performant que Hubble ? Ouais, il a un miroir 6 fois plus large, je crois, enfin un miroir de 6 mètres de long, enfin 6 mètres de diamètre, je crois. Et bon, lui, il va observer dans l'infrarouge, donc à des longueurs d'onde que Hubble il pouvait pas observer. Ouais, on l'attend énormément pour plein de raisons, hein, notamment parce que ça va être notre premier instrument qui va nous permettre de sonder l'atmosphère d'exoplanètes de taille rocheuse. Donc ça, c'est en termes de recherche de traces de vie dans l'univers. Moi, c'est ce que j'attends le plus. C'est pour un truc, voilà, on pourrait, avec le James Webb, il y a des articles qui montrent que on pourrait regarder, si on regarde suffisamment le système de Trappist 1, par exemple, avec le James Webb, on pourrait en déduire des trucs sur est-ce que son atmosphère,
enfin de quoi l'atmosphère de ces planètes sont composées. Alors il faudrait énormément de temps de télescope, ce serait à négocier, mais c'est faisable. Donc ça, ce serait très excitant. Il y a un autre truc, c'est que le James Webb va nous permettre de regarder, d'observer les premières étoiles de l'univers et les premières galaxies de l'univers, qui est aujourd'hui une frontière observationnelle de l'astronomie. Et ça va nous permettre en fait d'avoir des images d'une période de l'univers qu'on n'avait jamais vue encore jusqu'à présent. Et donc ça va être fascinant, et puis ça va probablement apporter énormément d'indices à nos scénarios de formation de galaxies et de formation d'étoiles et de formation et d'évolution de l'univers au sens large. Et donc ça c'est ce que j'attends le plus en tout cas. Super, ouais. Bah, moi aussi, hein, j'avoue que ce serait génial si on pourrait, j'espère de mon vivant, avoir une sorte de réponse à la question est-ce que il existe d'autres formes de vie. Ah bah, et moi donc, mais je pense qu'on est la première génération à avoir les outils pour faire ça en tout cas. Enfin, pas jamais pour avoir une réponse définitive. Hein. Quand je parlais de la spectroscopie par transit, par exemple, donc de sonder la composition chimique de l'atmosphère des exoplanètes, si on trouve des composés qui sont représentatifs de la vie sur Terre, par exemple, de l'eau, de l'ozone, du méthane, de l'oxygène, voilà, ça c'est les quatre candidats au titre de ce qu'on appelle de biosignature, donc de traces chimiques du vivant qui seraient pas facilement produites par des processus géologiques. Si on découvre des signatures pareilles dans l'atmosphère d'une exoplanète, ça va être un truc très intéressant. Mais ça ne voudra pas dire qu'on aura détecté de la vie ailleurs. Et il faudra modérer ses attentes, encore une fois. Ça voudra dire que c'est un endroit intéressant à regarder, mais on n'a pas encore accès à toute la diversité des processus géologiques sur toutes les planètes possibles pour savoir à quel point ces composés peuvent être générés par des processus inertes et non vivants et qui singeraient un petit peu la signature chimique du vivant. Donc ça reste à faire. Mais c'est quand même très très intéressant et j'ai très très hâte. Ouais, c'est vrai que cette année, il y a eu aussi un petit peu de bruit autour de Vénus, qui avait eu soi-disant une détection de traces de potentiellement vie sur Vénus. Alors, on n'en est pas sûr, évidemment. Alors, en pratique, c'est plus compliqué que ça. En fait, on a découvert, certaines équipes pensent avoir découvert des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Donc la phosphine, c'est pH3, donc c'est un atome de phosphore entouré de 3 atomes d'hydrogène. Et ça, on le retrouve sur Terre dans l'estomac des pingouins. Donc c'est dans les pets de pingouins, notamment. Cool. Dans certaines bactéries. Mais on en trouve aussi dans l'atmosphère de Jupiter. Donc on ne dit pas qu'il y a de la vie dans l'atmosphère de Jupiter. Il y a des processus géologiques qui peuvent produire de la phosphine. Mais le truc, c'est que cette détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, elle a été, elle est à la limite de la détection des limites observationnelles de ces instruments, et ça reste un débat aujourd'hui si est-ce qu'on a découvert vraiment de la phosphine à l'intérieur de Vénus. Maintenant, la présence, même s'il y a de la phosphine dans Vénus, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie sur Vénus, même si ça reste une proposition intéressante et qui mérite d'être étudiée. Mais il y a d'autres études qui ont essayé d'observer l'atmosphère de Vénus et qui n'ont pas trouvé de phosphine à la surface. Donc ça reste un débat à l'heure actuelle. Il y a un super article d'Hervé Cotin sur le site de la Société française d'exobiologie à ce sujet, donc pour les gens qui s'intéressent à la question de la phosphine sur Vénus. Mais disons que voilà, il y a des problématiques de financement de la recherche et de financement de futures missions vers Vénus qui se posent dans ce genre de débats qui sont à la fois scientifiques et à la fois on veut des sous pour financer les prochaines missions spatiales. Donc il y a aussi ce genre de problématiques qui sont à prendre en compte. Et d'ailleurs, ça a marché, hein, parce qu'on a un regain d'intérêt vers Vénus et on a au moins deux nouvelles sondes qui ont été commandées, une par l'Agence spatiale européenne et une par la NASA, qui vont étudier Vénus dans les décennies à venir. Et voilà. Mais la phosphine, même si elle existe dans l'atmosphère de Vénus, on n'a pas de processus pour l'instant dans nos modèles d'évolution de Vénus pour comprendre comment elle peut émerger de manière géologique. Mais il n'y a rien qui l'empêche d'être formé comme ça. On peut être sûr qu'il n'y a pas de pingouins sur Vénus, c'est clair. Ça, on peut être quasi sûr. Ouais. Et alors par contre,
Le James Webb Telescope, est-ce qu'il sera capable de détecter potentiellement des technosignatures en utilisant la spectrographie aussi? Tout à fait, exactement. Ça c'est un truc assez cool. C'est que non seulement on peut observer donc ces exoplanètes qui font des petites éclipses dans la lumière de leur étoile, mais on peut imaginer que des sociétés extraterrestres construisent des espèces d'énormes objets géométriques de la taille de planètes, un peu comme ce qu'on trouve dans No Man's Sky, là, les espèces de tétraèdres géants. Ces tétraèdres géants, par exemple, pourraient avoir une signature lumineuse caractéristique qu'on pourrait détecter juste en observant les courbes de transit des exoplanètes qu'on observe avec les instruments d'aujourd'hui. Donc il y a certains auteurs qui ont spéculé sur à quoi s'attendre quand on est face à une espèce de cube géant de la taille d'une planète ou d'un objet qui possède une forme géométrique bizarre. Donc voilà, donc ça on peut le faire et on pourra le faire avec le James Webb. Il faudra vraiment avoir de la chance et il faudra vraiment faire en sorte que les sociétés en face fassent l'effort de faire des espèces d'énormes banderoles de bienvenue. Ouais, ce serait une forme de communication vachement élaborée, qu'on va dire. Hein. Exactement, mais ça marcherait quoi. Ça voudrait dire que là c'est difficile de dire que c'est un truc naturel qui a produit ça. Ce serait un petit peu l'équivalent de faire des signes avec de la fumée. Oui, exactement, ouais. Je sais plus comment on appelle ça. Sauf que là, on mettrait un immense building dans l'autre canyon juste pour faire en sorte de voir qu'il y a quelqu'un en face, quoi. Qu'il y a de la vie en face. Super, bon, alors si jamais les gens veulent en savoir plus, c'est qu'on peut te trouver sur Internet. Oui, on peut me trouver sur le Sense of Wonder, sur YouTube. On peut me trouver sur Twitter, je tweete beaucoup, @flashcordon avec un C. On peut me trouver sur Instagram, Sébastien.Carassou, et puis voilà, on pourra bientôt me trouver en librairie parce que je publie un bouquin qui s'appelle Le Cosmos et nous, qui devrait sortir d'ici fin octobre, début novembre, et qui parle des grandes questions de l'univers. Donc voilà, d'où venons-nous, de quoi sommes-nous composés, c'est quoi notre place dans l'univers, qu'est-ce que ça veut dire être vivant, est-ce qu'on est seul? Et ça parle un petit peu de toutes ces questions qu'on a à peu près traitées ensemble pendant cette heure. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Super, écoute, je mettrai tous les liens dans la description ouais, j'encourage les gens à aller en savoir plus et à se procurer ce livre. Ça tombe bien, finalement, le podcast sortira quelques semaines ou mois, bientôt avant la sortie du livre. Super, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté et pour cette conversation. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à découvrir les autres contenus que nous faisons, les documentaires sur la chaîne YouTube et également les documentaires premium sur notre site, les autres podcasts, la série Humain demain en collaboration avec l'AFT. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. En tout cas, si vous nous aimez ce qu'on fait, soutenez-nous. Vous trouverez comment nous soutenir, je pense, si vous faites une petite recherche. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Ici Gaëtan de The Flares. Au revoir.